Hello débrief. Hello. Attends, vas-y, on va faire comme ça. Comme les professionnels. Il faudra investir dans le... Ah ouais, c'est clair, notre petit club. Écoute, bienvenue Justine dans ce média débrief pendant à peu près 45 minutes. On va débriefer sur toute ta vie et ton parcours d'orientation. Okay. Ça va nous permettre de voir qu'il existe plusieurs chemins, plusieurs péripéties dans un parcours de vie étudiante. Ouais. On va tout aborder, les hauts, les bas, les scoops, les problèmes, les solutions. Et voilà, donc je suis ravie de t'accueillir ici. Bah, merci à toi. Merci de me permettre de pouvoir échanger avec toi et puis avec les autres personnes, donc ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et ici on est chez Justine, enfin pas exactement, mais on vous racontera un peu plus tard. Et pour commencer, j'ai une petite question. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors c'est un peu idiot, mais je voulais être maquilleuse de star. Trop stylé, comment t'as eu cette idée? Parce que j'aimais trop me maquiller enfant, aujourd'hui je me maquille plus. Je déteste me maquiller, je ne sais pas me maquiller. Donc finalement, c'est un rêve d'enfant quoi. Mais en fait c'est assez marrant, mais en seconde, je faisais la géométrie dans l'espace avec une de mes copines en cours. Et puis j'ai construit un cube. Et en fait j'aimais trop faire ça, et construire des volumes en 3D. Et je me suis dit, mais vas-y, je peux trop être archi. Ce qui est assez fou, mais voilà. En fait c'est parti d'une idée assez lambda. Et mes parents m'ont dit bah, tu veux faire quoi plus tard, etc. Et puis j'ai regardé un peu sur internet que c'était un architecte. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que je suis quand même assez créative. Je faisais tous les travaux d'art plastique de mes frères et sœurs. Je construisais des maisons déjà dès le plus jeune âge. Et je me suis dit bah, pourquoi pas. Et puis après j'ai fait quelques portes ouvertes. Et là, j'ai vu que les étudiants me disaient ouais mais c'est hyper difficile, vraiment, on travaille énormément. Mais moi vu que j'étais quand même bonne à l'école, je comprenais pas comment ça pouvait être difficile. Parce qu'en soi, j'ai toujours travaillé de manière normale, j'ai pas des excellentes notes mais j'étais dans la moyenne et ça passait. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas, allez je me lance en archi. Voilà. Et ça a été le déclic. Le déclic, donc pas maquilleuse de star. Et évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais voilà. Bah, en vrai, c'est trop stylé d'être passé de l'un à l'autre. Et c'est, du coup, c'était en seconde que tu as eu cette idée et tu t'es dit, vas-y, j'y vais, je fonce quoi. Ouais, en fait, je sais pas, je fonctionne beaucoup avec le ressenti. Et donc, déjà, de base, je suis indécise dans ma vie. Et bienvenue dans le club. Voilà. Mais du coup, dès que j'ai une idée dans la tête, vaut mieux que je la garde, tu vois. Ouais. Et je la poursuis. Et en fait, j'étais en section S. Du coup, on te propose quoi? Médecine, ingénieur, veto, des trucs un peu... qui m'intéressaient pas trop, finalement. Et j'étais la seule à demander à faire de l'architecture dans mon lycée. Et tout le monde était un peu étonné, mais en fait, quand tu regardes le parcours, c'est le bon mélange entre les mathématiques, la technique, et en même temps, donc, la créativité, la liberté d'expression. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal, en tout cas sur le papier. Et... donc c'est pour ça que je me suis lancée dans ça. Et comment on fait pour devenir architecte? Quelles sont les étapes du cursus? Et est-ce que toi tu as fait un chemin un peu différent? En vrai je suis assez classique, hein. Je suis assez traditionnelle. Je sais pas, depuis que je suis jeune, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait que je sois une bonne élève, qu'il fallait que je travaille bien à l'école. Mon père m'a toujours, tous les dimanches c'était, on travaillait tous nos cours, j'écrivais énormément parce que j'étais obligée de le faire parce que mon père m'obligeait à le faire. Donc j'ai toujours été un peu habituée à beaucoup travailler et à suivre un parcours scolaire un peu normal. Et donc en fait quand je me suis dit que je voulais être archi, j'ai fait les demandes, j'ai regardé, j'ai passé des entretiens plus ou moins difficiles dans plusieurs écoles. J'ai demandé Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Donc j'ai passé 6 entretiens environ et suite à la validation de mon dossier initial. Et en fait les entretiens étaient vachement difficiles, je trouve. Ah ouais. Parce que ils te donnaient 5 photos, ils te disaient parle des photos. Du coup, tu devais reconnaître quoi? Les architectes ou les... Jusqu'à aujourd'hui, je pouvais pas te dire ce que je devais faire. Parce qu'en fait, je comprenais pas. On te montre un cube blanc, il faut que tu parles du cube blanc. On te montre un cimetière, il faut que tu parles du cimetière. J'avoue que j'ai pas compris l'intérêt. Et il y a uniquement un entretien qui m'a vraiment plu, c'était à l'école Paris-Malaquais. En fait, tu devais apporter 5 objets qui te représentaient un livre, une carte postale, un objet, une règle ou autre chose. Et puis tu devais parler de ça pour te décrire. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que je trouve que c'est une autre approche que juste de parler de photos qui sont vachement subjectives. Et insignifiantes pour toi. Et où finalement tu as du mal à te rattacher. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est au lycée, qu'on n'a jamais eu ce parcours, on n'a jamais eu cette sensibilité.
Et que oui, d'ailleurs dans un entretien, j'ai eu une remarque d'une des profs qui m'a dit mais en fait, t'as pas à la hauteur pour dans une école d'architecture, passe un an à regarder les bâtiments autour de toi et après tu viendras passer le concours. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça pas très sympa parce qu'en fait, t'as 18 ans. Quand tu vas dans une école pour te former, c'est pas que tu connais déjà le métier. Donc, faut être plus ouvert, je pense. Et oui, j'étais pas la meilleure en dessin, j'étais pas la meilleure en technique, mais en même temps, si j'ai envie de faire des études d'archi, c'est pour aussi apprendre. Bah, carrément. Je trouve que c'est un peu vecteur d'inégalité, ça aussi. Oui. Enfin, selon le milieu dont tu proviens, t'es pas forcément très proche de toute cette culture architecturale. C'est ça. Et voilà, même avoir une culture générale, ça change énormément d'une famille à l'autre, d'un endroit à l'autre. Exactement. Surtout que moi, mes parents, personne ne fait de l'architecture. Personne ne s'intéresse vraiment à l'art en soi. Et à la culture, mes parents sont libanais. Et mon père était directeur financier, donc lui, c'est vraiment les chiffres, etc. Ma mère a arrêté de travailler quand elle nous a eus. Et mes parents sont cultivés, mais en même temps, c'est pas eux qui vont m'emmener tous les dimanches au musée. Moi, je l'ai fait parce que ça me plaisait, mais tu vois, en fait, vu que c'est pas eux qui m'ont inculqué cette culture, je l'ai appris toute seule. Et du coup, évidemment, qu'à 18 ans, je pouvais pas le savoir, quoi. Mais en même temps, ça m'intéresse. Donc, je fais la démarche pour tenter d'y aller. Mais c'est vrai que cet entretien, c'était à l'école Paris-la-Villette. Mais en fait, ça m'avait vraiment blessée parce que j'avais déjà passé 4 entretiens dans d'autres écoles et tout le monde était vachement. Les profs étaient vraiment à fond avec nous, ils m'aidaient vraiment à répondre, etc. Alors qu'elle était vraiment blessante et je suis sortie en pleurant parce que je me suis dit, mais pourquoi elle me rabaisse autant en fait? Ouais. Tu t'es sentie nulle, attaquée, pas à la hauteur. Et surtout que quand tu as une formation scolaire plutôt normale, dans la moyenne, où tous les profs te disent t'es une bonne élève, et qu'en fait tu arrives à un entretien pour passer en école d'architecture et qu'on te dit que t'es pas du tout à la hauteur, et que tu ne le seras pas en fait, c'est blessant. Et en soi, ça montre juste l'image d'une école d'architecture. Ah ouais. Et j'aurais dû le sentir, mais. Mais justement, après ça s'est confirmé. Comment ça se passait une fois que t'es rentrée? Parce que du coup, j'étais acceptée qu'à l'école d'archi de Toulouse. Ok. Et en fait, Toulouse, c'était pas ma ville préférée, mais j'ai quand même essayé. Je me suis dit pourquoi pas. L'entretien était vraiment super, parce que là, c'était vraiment plus basé sur la personnalité. Et justement, ce que je trouvais intéressant, c'est que je me suis rendu compte que tout le monde pouvait être architecte à sa façon, et qu'il n'y a pas une seule image d'un architecte. Enfin, tu peux être architecte de tout. C'est quoi justement un architecte Un architecte, c'est quelqu'un déjà qui sait regarder son environnement, qui sait écouter ce qu'ont besoin les clients, qui sait, qui s'intéresse aux détails et qui s'intéresse à toutes les échelles de ce qui nous entoure. Et c'est être beaucoup dans l'analyse. Et après, en fait, un architecte peut devenir après un décorateur, peut devenir un scénographe de décors de théâtre, peut devenir un réalisateur de film. Ah ouais. Parce qu'en fait, notre formation est tellement complète sur l'analyse, sur l'écoute, sur la compréhension, que du coup, ça te donne des clés et des outils pour te diversifier et pour être vachement autonome dans n'importe quelle création. C'est ce que je trouve intéressant. Et justement, moi, par exemple, je suis plus sensible à la décoration, je suis plus sensible aux couleurs, je suis plus sensible aux décors plus éphémères, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve ici. Mais j'ai des amis par exemple qui ont fait du patrimoine. Donc en soi, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux devenir photographe, tu peux Et ça, tu le décides au tout début avec l'école que tu vas choisir, ou est-ce que tu le décides au fur et à mesure avec tes stages, avec des spécialités, Il y a des personnes qui savent, par exemple, qui souhaitent plus être dans le paysagisme, donc ils vont aller à l'école de Bordeaux. D'autres qui veulent plus être dans l'ingé, qui vont peut-être aller à l'école de Lyon. Parce que chaque école a sa spécificité. L'école de Toulouse, c'est plus l'urbanisme. Après, en soi, étant donné que rentrer dans des écoles d'architecture, c'est quand même compliqué, tu vas un peu où t'es pris. Et après, ça se détermine beaucoup en fonction de toi, ton enrichissement personnel pendant tes études. Tu sens quels sont tes intérêts. Et en école d'architecture, on a pas mal de cours diversifiés. Donc on travaille la sociologie, on travaille l'histoire de l'art, on travaille l'histoire de l'architecture, on travaille les mathématiques, la géométrie. Et en fait, toutes ces approches vont te dire où est-ce que tu te sens le plus à l'aise et où est-ce que tu as envie de travailler. Un architecte peut devenir sociologue, par exemple. C'est ouf de pouvoir changer comme ça d'un... ouais. C'est une méga ouverture, quoi. Exactement. Et en fait... les premières années d'archi sont très difficiles parce que tu apprends tout. Et en fait, c'est des façons de faire, des façons de voir les choses que tu n'as jamais fait.
Et tu pars de rien. Moi, honnêtement, les premières années, j'étais nulle. Enfin, j'étais nulle, c'était compliqué de s'affirmer, c'était compliqué de montrer que tu sais faire. Et c'était dur d'avoir confiance en soi aussi. Mais et par rapport aux profs ou par rapport aussi aux élèves? Les deux peut-être. Ouais. Les deux. Les profs, j'ai eu la chance d'avoir un très très bon prof en première année qui nous donnait énormément de travail et des choses assez difficiles à faire. Mais en même temps, il nous a direct lancé dans le truc, ok, t'as un vrai archi, t'as un site en pente, viens installer des blocs dessus, créer une histoire, créer un environnement, créer une structure spatiale, enfin... Et donc ça te donne envie aussi d'y aller. Et même si c'est compliqué, même si je pleurais énormément, même si c'était vraiment dur parce que on travaillait tout le temps, jusqu'à 1h du matin. On commençait les cours à 8h du matin. Enfin, en fait, c'était un cycle qui était très fatigant. Mais étant donné que j'ai eu un prof qui nous a beaucoup soutenus et qui nous a donné vraiment beaucoup de clés pour apprendre, du coup, en un an, j'ai déjà énormément grandi. Mais j'ai aussi rencontré des étudiants qui étaient assez difficiles avec les autres. Et énormément d'élèves, énormément d'étudiants sont beaucoup dans la concurrence, alors qu'en soi, l'archi, c'est pas du tout un concours. Ouais. En plus, surtout une fois que tu es dans l'école, pourquoi est-ce qu'il y a cette concurrence? Il n'y a pas d'élimination chaque année? Non, pas du tout. Okay. C'est plus que dans le même monde professionnel, c'est compliqué d'avoir sa place en tant qu'archi. C'est compliqué de trouver du travail. C'est compliqué de s'affirmer. Et du coup, ils commencent dès le plus jeune âge à, par exemple, être très très proche des profs pour avoir les meilleurs stages, à toujours avoir la meilleure image pour être avec les meilleurs rapports avec nos professeurs. Et c'est beaucoup de la jalousie aussi. Et dès qu'ils voient que, par exemple, moi en 3e année ou en Master 1, on était en binôme, quelqu'un regarde nos planches, enfin nos planches d'archi, donc de rendu, et quelqu'un nous dit à ma binôme et moi, ah mais en fait vous avez grave évolué en dessin puisqu'on s'attendait pas à ce que vous fassiez quelque chose comme ça. C'est pas sympa parce que moi perso je viens à l'école pour moi-même, je regarde pas ce qu'ont fait les autres, tu vois. Et puis comment tu émets des jugements de valeur comme ça, on t'a pas forcément demandé ton avis. Bien sûr. Et t'es là pour apprendre aussi et... Ouais, c'est pas beau aussi de juger parce que tout le monde arrive avec ses lacunes. Carrément. Et ses forces. Et il n'y a pas un bon archi parce que c'est pas parce que tu sais faire le plus beau dessin que t'es un bon archi. C'est pas parce que tu fais le meilleur plan que t'es un bon archi. Non, c'est chacun a son potentiel et justement nos études nous permettent de nous améliorer, de nous renforcer, quoi. Il faut le voir comme ça et pas être dans un jeu de concurrence. Moi je trouve ça très, très désagréable. Et est-ce que c'est lié aussi au côté artistique où dans le monde artistique c'est un peu comme ça, il y a beaucoup de concurrence puisque tu dois faire la différence, te faire ton carnet d'adresse, te faire repérer. Oui. Et est-ce que tu as senti aussi une différence entre ceux qui baignaient déjà dans cet univers-là, je sais pas, qui étaient enfants d'architectes ou ce genre de métier, qui avaient déjà un réseau, par exemple pour trouver les stages et tout ça, est-ce que ça avait... C'est vrai que ça tu le ressens quand c'est des fils d'archi, au niveau de leur stage, au niveau de leurs connaissances aussi. Après, moi j'ai ressenti plus la différence avec les personnes qui étaient vachement proches des professeurs. Et là, tu sens que même jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'ils travaillent, c'est l'agence du prof qu'ils avaient eu en Master 1 par exemple. Donc c'est vraiment une stratégie à long terme. À long terme. Après, ils n'ont pas tort non plus parce que le réseau, c'est ce qui compte de ouf. Bien et on ne sûr. s'en rend pas toujours compte. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'il faut entretenir et faire grossir petit à petit, donc s'intéresser. Mais pas non plus. Je suis d'accord. Mais moi, c'est pas dans ma personnalité, j'arrive pas à le faire. Je suis quand même timide dans la vie de tous les jours. Et mon prof, il y a vraiment une relation pour moi il est au-dessus. Hiérarchique. Voilà. Donc je me vois pas forcément aller prendre un café avec lui, échanger davantage. Je m'exprime en cours, je pose beaucoup de questions, mais je suis pas dans ce rapport. C'est très bien les gens qui le font, mais c'est pas ma façon d'être. Et puis aussi, faut forcer les choses dans la vie, c'est sûr. Mais par exemple, un jour lambda, j'étais dans un bus, je suis tombée sur un de mes profs que j'avais l'année d'avant. Et là, il me dit, je suis super contente de te voir. D'ailleurs, je voulais te dire qu'avec la prof qui on t'a évalué l'année dernière, on est super content de ton travail. Enfin, ça se voit que tu as envie de travailler, que tu apprends plein de choses, que tu es courageuse et tout. Tu vois, cette personne, j'ai pas plus échangé avec elle tout le semestre, juste c'était mon professeur. Et qui me dit ça, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher la reconnaissance ou d'aller chercher
enfin, aller prendre un café avec quelqu'un pour devenir intéressant aux yeux de quelqu'un, tu vois. Ouais, carrément. En fait, il faut trouver le juste équilibre entre se faire remarquer par la qualité de son travail, Oui. être quand même agréable et créer une conversation, une relation, mais pas tout forcer. C'est ça. Ça, c'est pas non plus l'intérêt, quoi. Exactement, et faut aussi, moi je suis un peu du style où je m'enferme pas dans quelque chose. Mon école de Toulouse, c'était mon école de Toulouse, je n'ai pas envie de retravailler à Toulouse. Je n'ai pas envie de me... Enfin, c'est trop facile aussi de travailler dans la même agence d'archi pendant 15 ans, de travailler avec la même personne pendant 15 ans. En fait, aussi, il faut s'ouvrir aux autres choses, aux autres types d'architecture, il faut s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres façons d'apprendre. Et moi, par exemple, chaque année, j'ai souhaité avoir des professeurs différents. D'autres ont pris les mêmes professeurs. Ah, t'avais le choix des professeurs? Oui. Ok. Oui, parce que du coup, en école d'archi, t'as... pardon, pour faire un petit brief de nos cours. Donc, t'as des cours théoriques. Ok. Et t'as une journée de projet. Par semaine? Par semaine. Ok. Cette journée de projet, donc toutes les semaines, t'as des rendus. Et cette journée de projet, t'es avec un professeur qui donne des thématiques chaque semestre. Et donc, en première année, tu choisis pas. Mais à partir de la deuxième année, tu peux choisir ton prof. Okay. Donc le prof en début de semestre va proposer un thème ou un système de travail et toi tu choisis si tu veux ce prof ou pas, ce qui est génial. Bah c'est ouf. C'est ouf. À la carte quoi, un petit peu comme ça. Et il y a des places limitées? Il y a des places limitées et chaque prof va dire bah, ok moi je vais plutôt travailler la maison, moi je vais plutôt travailler le logement collectif, moi je vais plutôt travailler l'urbanisme. Après tu choisis où tu vas aller, ce qui est génial. Parce que moi, personnellement, j'aime pas forcément les projets à grande échelle. Bah, j'allais plutôt dans les trucs plus petits, à plus petite échelle, plus détaillés. Et en fait, ça te permet aussi déjà, assez jeune, de te mettre dans une certaine voie. Et c'est intéressant, parce que si tu veux changer tous les semestres, tu peux. Tu peux travailler autant le patrimoine que l'urbanisme, que la maison, que le musée. Ou sinon, chaque semestre, tu peux faire la même chose de manière plus approfondie. Donc c'est vraiment super. Et est-ce que, donc dans ce parcours ça dure 5 ans, c'est un master, comment ça s'est passé? Est-ce que l'été tu avais des stages ou est-ce que est-ce que c'est possible aussi de faire une alternance? Je sais pas. Et est-ce que tu as eu une césure? Ok. Alors, c'est 5 ans. Dans ces 5 ans, tu as 2 mois de stage. C'est tout? Ouais. Non, 2 mois. Tu as 1 mois entier, 2 semaines et 1 semaine. Donc ouais, quasiment 2 mois. Punaise, ok. Obligatoire. Certaines personnes prennent font le choix de faire plus de stages. Mais étant donné qu'on a seulement 2 mois de vacances tous les étés, c'est quand même peu sur la quantité de travail qu'on accumule tous les ans. Parce qu'en fait, on ne s'arrête pas pendant 10 mois. On enchaîne toutes nos vacances scolaires, on travaille énormément et tout. Et moi, personnellement, mes vacances d'été, c'était sacré. C'était le moment où je déconnectais et quand je revenais à l'école, j'avais une boule au ventre parce que je savais ce que j'allais faire, quoi. Que le rythme allait être hyper... Ah ouais, ça allait être hyper intense. Du coup, les stages obligatoires, je les faisais. Mais honnêtement, j'ai pas voulu faire plus de stages. Je pense que c'est une erreur, j'aurais dû le faire. Mais j'avais pas la force et puis c'est pas grave. Et tant pis, ça prendra plus de temps, mais il n'y a pas de mal non plus. Mais du coup, dans ce parcours, tu as la possibilité de faire un Erasmus. Mais t'es pas obligé. C'est un choix. C'est un choix. Et tu as plusieurs écoles. Et en fait, moi, de base, j'étais pas... je suis assez ouverte à tout, mais en même temps, j'avais jamais eu l'idée de faire un Erasmus. Et ma meilleure amie me dit, moi, je veux trop envie de faire un Erasmus et tout. Et elle a commencé à mettre un peu les dans la tête. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas un Erasmus en Master 1. Je me suis inscrite. Et du coup, je suis partie en Erasmus. Et je conseille à tout le monde de faire un Erasmus. Mes amis qui n'ont pas fait d'Erasmus, quand ils ont vu qu'on était partis en Erasmus et l'impact que ça avait eu sur nous, sur vos vies en général, sur nos vies en général, ils ont décidé de faire une année de césure pour pouvoir partir à l'étranger. Et en fait, tu te rends compte que nos études d'archi sont vachement intenses et que tu as besoin, à un moment dans tes études, de prendre du recul, de profiter et de te dire, ok, faire un point un peu sur tout ce que j'ai appris, sur où j'ai envie d'aller et en fait, ce que tu as envie de faire après, quoi. Parce que 5 années d'affilée, comme ça, à enchaîner, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose. Et étant donné que les études d'archi nous permettent de nous ouvrir au monde, c'est aussi important d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres pays, au niveau de la culture, de la construction locale, s'intéresser aussi aux manières sociologiques, au comportement des hommes ailleurs. Donc je trouve ça super cool. Et donc c'est pour ça que je suis partie en Erasmus. Et t'es partie où déjà? Je suis allée au Pérou. Ah,
Pérou. Ouais. Du coup, c'était 6 mois ou un an? Un an. Un an, ok. Tu pouvais faire 6 mois ou un an, comme Toi, tu t'es dit, de toute façon, je me casse, foutu pour foutu. Voilà. Franchement. Je déconnecte. Ouais. Mais parce qu'en fait, avant l'année d'Erasmus, j'étais 3 ans du coup à Toulouse. Des années hyper intenses, hyper chargées. J'étais très mal dans ma vie, j'avais pas confiance en moi. Je me remettais tous les jours en question. Est-ce que je fais le bon travail ou pas? Parce que les profs aussi t'alertent, ils te disent ouais, bah, déjà, si tu veux bien gagner ta vie, parle de cette formation. Si tu veux avoir une vie calme, pas stressante, parle de cette formation. Enfin, ils te le disent. Donc toi, tu rentres dans ça, tu commences à entendre plein de choses qui sont pas mal négatives, bah, ça te fait peur et je m'étais posé pas mal de questions. Quand l'Erasmus j'ai été acceptée, bah, je suis partie là-bas sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. J'avais juste réservé ma colocation de 12 personnes. Wow. Je me suis inscrite à la fac et c'est tout. Et en fait, t'arrives et en fait, c'est dingue. Parce que déjà, tu redécouvres la vie étudiante. Tu découvres en fait que les études, c'est quand même cool. Mais ouais, c'est un côté hyper. Enfin, tu t'amuses de ouf, tu fais des Bah rencontres, tu fais des soirées, tu fais des ça. découvertes avec des gens qui proviennent de différents milieux. Mais c'est ça, et en plus, tu te sens tellement libre. Genre vraiment, là, c'est. T'es livré à toi-même à l'autre bout du monde. Tu sens qu'il y a tout qui est possible en fait dans ta vie. Que t'es pas bloqué à un endroit, dans une école, avec certains profs. Non, en fait, tu peux tout faire. Et même ce qui était cool, c'est que j'ai aussi appris à voir l'architecture du Pérou. Contemporaine. Ouais. Et en fait, tu te rends compte par exemple que eux, ce qui est important pour eux, ce sont les façades et pas forcément l'intérieur. Et c'est pas du tout la façon de voir en France, mais hyper enrichissant parce qu'en fait, tu te dis que ouais, c'est l'architecture des États-Unis, américaine, l'architecture des pays qui sont en développement et qui souhaitent aussi montrer une image de leur pays plus enrichissante. Donc, ils vont beaucoup travailler les façades, que ce soit quelque chose de surprenant, en effet waouh. Alors qu'en France, on n'est pas dans ce système, on est beaucoup plus patrimonial, conservation, à l'écoute de l'environnement, ne pas dénaturer un lieu, etc. Et du coup, bah, juste ça, ça t'apprend plein de choses. Après, au niveau sociologique, c'est top parce que du coup, j'ai pu apprendre à voir la façon d'habiter des autres personnes. Je vivais dans une maison ouverte, totalement ouverte, avec un énorme patio, la cuisine était à l'extérieur, le salon était à l'extérieur, chose que tu vois pas en France, quoi. Et ça, c'est des choses où bah, c'était un an. Oui, certes, dans mes études, ça peut créer un décalage par rapport à ce qu'ont appris les personnes qui étaient à Toulouse. Parce que oui, leur année de master était super intense en travail. Mais en même temps, moi, ce que j'ai appris en un an, pour moi, ça a été 1000 fois plus important. Parce que du coup, tu as fait le M1 là-bas au lieu de le faire à Toulouse. Ouais. C'était pas une césure, quoi. C'était vraiment un échange universitaire. Ouais, c'est ça. Mais du coup, mes amis qui ont fait une césure, ils ont fait entre le M1 et le M2. Et là, par contre, ils ont fait des stages, ils ont fait des voyages. Mais c'était une année de pause. Donc ça a fait une année supplémentaire. Donc voilà, donc après cette année d'Erasmus, je voulais plus rentrer, honnêtement. T'as pleuré quand t'as pris l'avion? C'était dur, ouais. Et en plus, je devais faire mon mémoire que j'avais pas écrit. Oh non. Et donc en fait, en rentrant, je me suis dit que c'était quand même bien de faire une année de pause. Même aussi c'était le moment du confinement. Ah ouais. Et je me suis dit, je fais une année de pause, au moins j'écris mon mémoire tranquillement. Aussi, je prends du recul sur ce que je veux faire et en même temps, je fais mon stage que j'avais pas encore eu le temps de faire. Et donc, mais j'avais cette envie aussi de me dire, vas-y, j'ai envie de partir à l'étranger encore une fois. Ah ouais. Parce que je me suis tellement redécouverte là-bas. Que tu y as goûté. Ouais, c'est quoi? Il y a eu un avant-après du coup, là, de ce que j'entends. Et c'est quoi les trucs qui ont le plus changé en toi? Bah, c'est. Déjà, de base, je suis quelqu'un de. Pas instable, mais j'adore découvrir des choses. Et maintenant, en fait, je suis hyper curieuse. Et être partie là-bas, je me dis, mais en fait, j'ai envie de vivre un peu partout. Et puis, je pense que même si l'endroit ne fait pas envie, quand tu commences à t'adapter à un lieu, à te créer ta routine, bah en fait, tu apprécies ce lieu, tu vois. Et quand tu rencontres des personnes sympas, des personnes qui t'accueillent, bah, tu commences vraiment à apprécier l'environnement où tu habites. En fait, il faut s'y intégrer carrément pour voir ça. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, si je cherche un travail à l'étranger, je vais pas m'arrêter à un pays. Je vais me dire, bah, je vais voir où le travail m'amène, et si c'est un pays même que je connais pas, bah, vas-y, je tente. Parce que, en fait, ça me fait plus peur de partir, ça me fait plus peur de me sentir dans une situation que je ne connais pas, dans un lieu que je ne connais pas, et ça, c'est vraiment une richesse. Ouais, l'inconnu fait grave peur, mais une fois qu'on y a goûté, l'imprévu et tout, on s'y habitue grave. Et tu te sens vivant. Ça t'inconforte, c'est ça en fait. Bah, ça te stimule, et moi, je me suis jamais sentie aussi vivante qu'au Pérou, quoi. Et du coup, bah, quand je suis revenue,
j'ai travaillé, j'ai eu un petit job pour préparer mon stage que du coup j'ai voulu faire en Martinique. Oh punaise, trop bien. Et là mes parents ils se demandent mais qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vois, en plus, là je suis vraiment sortie de ce que mes parents imaginaient. Ah ouais. Ils se sont dit ça y est, elle revient du Pérou, elle finit sa dernière année, c'est terminé. Et moi je dis non, en fait j'aimerais bien faire une année de pause. Mon père m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis non mais t'inquiète, je vais gérer et tout. Et ouais, comment ils l'ont pris? Ils avaient l'air un peu inquiets ou... Et toi tu les as convaincus, t'étais tellement déterminée qu'ils n'ont pas eu le choix. Oui bah après il faut savoir que moi j'étais la première à partir de la maison à mes 18 ans. Quand je suis partie au Pérou, bon, mes parents m'ont toujours soutenue, mais en même temps, mon père, je crois qu'il me faisait pas trop confiance. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Est-ce que c'est pas de confiance ou peur pour toi, une meuf Je pense pas trop peur pour moi, mais plus. Tu sais, en fait, mes parents sont libanais. Ils ont pas l'habitude de ça. Genre, ma grand-sœur, elle avait fait une école pas une école de commerce. Donc, tu vois, quelque chose de très simple. Elle a pas fait d'Erasmus. Enfin, rien de spécial. Et moi, au final, aujourd'hui, je vais aller au Pérou pendant 1 an. Ils ont dit, mais pourquoi elle fait ça? Enfin, ils comprenaient pas, tu vois, pourquoi je voulais faire ça. Mais moi, j'ai tout organisé pour le Pérou, je leur ai rien demandé. Pour l'année de césure, mon père m'a dit, mais c'est bon, enfin, non, tu continues. J'ai dit, non, je veux faire vraiment une année de pause. Il m'a dit, ok. Je pense qu'il. Je sais pas, ça l'a un peu étonné. Mais c'est peut-être aussi l'ancienne génération. Pour qui faire une pause, une césure, un échange à l'international, c'est comme si tu perdais du temps ou comme si ça allait te desservir de tes futurs entretiens et tout. Alors que je crois que c'est en train de changer, surtout avec Erasmus. Il y en a de plus en plus qui le font et tout ce que ça t'apporte, comme tu le dis, dans ton métier, dans ton approche, mais aussi à l'intérieur de toi. Ça te donne en tout cas, ça m'a fait ça, une confiance en toi, une tranquillité malgré les péripéties. Tu te sens vraiment ancré, bien et ouvert aussi sur les autres, sur le monde. Et ça change beaucoup de choses. Et je pense que tu prends énormément en maturité. Ouais. Bah c'est ça. Enfin, honnêtement, moi j'ai vraiment grandi. J'ai tellement confiance en moi depuis que je suis partie. Bon après évidemment dans mon professionnel c'est plus compliqué, mais en tout cas dans ma vie personnelle, non mais je sens que je suis plus forte, tu vois. Je sens que vraiment si j'ai un problème aujourd'hui, je sais que je peux l'affronter. Il n'y a pas de... Et puis il faut toujours faire confiance à la vie, même si elle te met des obstacles en face de toi, c'est un peu dur, mais il faut prendre sur soi et se dire non mais c'est pour m'amener à un endroit qui est plus adapté pour moi, tu vois, je pense. Ça, je vois bien ce que tu veux dire, un peu l'intuition aussi, de t'écouter vraiment, de sentir là où tu dois, où tu peux aller, c'est ça. Tu le sens un peu à l'intérieur de toi. Clairement. Et j'ai l'impression que c'est qu'une fois que tu es extirpé de ton milieu, de ton environnement habituel, que tu commences à découvrir cette facette de toi. C'est vrai. C'est peut-être un petit peu flou tout ce qu'on raconte sans qu'on l'ait vécu, mais... Un exemple. Genre, pendant le confinement, donc moi j'étais en Erasmus en 2019, enfin 2019-2020. Mars 2020, confinement. Moi j'étais en voyage, parce que pendant 3 mois, pendant cet Erasmus, j'avais 3 mois de vacances. Donc ce moment-là, j'étais avec mes 2 copines, on était en Bolivie, on nous apprend que l'école allait être retardée de 2 semaines, la rentrée. On s'est dit trop bien, bah écoute, on continue notre voyage, on va en Argentine. Mes parents me disent, Justine, t'es sûre? J'étais en mode ouais, y a pas de souci. On était à l'ouest, on regardait pas les infos et tout. Voilà, typiquement ce que je ne suis pas de base, mais dans ce type quand tu déconnectes, tu déconnectes. Voilà, tu déconnectes. Et là, je me retrouve en Argentine, je vois les infos qui me disent, ah ben en fait, non, là peut-être qu'il faut rentrer. Le problème, quand t'es en Argentine, t'as pas de frontière directe avec le Pérou. T'as pas d'avion direct non plus. Faut passer par des bus. On commence à prendre le bus, on arrive au Chili. Et en fait, on arrive à la frontière Chili-Pérou 4 heures après sa fermeture. On se retrouve coincé dans une ville qu'on ne connaît pas, à 6 heures du matin, sans moyen de rentrer au Pérou, avec seulement un sac à dos. En fait, là, tu te rends compte de la gravité de la situation. Pendant 2 mois, on s'est retrouvés dans un Airbnb. Et l'ambassade nous appelait tous les jours pour nous dire les filles, il faut rentrer, c'est grave. Et là, tu paniques. Mais en même temps, tu sais que si tu rentres, t'as pas ton ordi, donc tu peux pas faire ta formation. Enfin, je peux pas valider mon année. Et en fait, j'avais pas prévu de partir du Pérou maintenant, donc c'est pas possible. Je vais pas mettre une croix dessus, quoi. C'est ça, c'était trop compliqué pour moi. Et puis j'ai ressenti au fond de moi qu'il fallait que je reste. J'ai dit à une de mes copines, j'ai dit, il faut que je reste, je le sens. J'ai dit à mes parents, c'est ma décision, il faut que je reste. Je vais attendre, je sais qu'à un moment ça va se débloquer. Et 1 semaine après, l'ambassade nous appelle, nous dit oui, on va mettre un bus en place pour vous ramener au Pérou à Lima. Voilà. Et finalement, j'ai réussi à valider mon année, tu vois. Et finalement, c'est un beau souvenir. Mais mes parents, ils m'ont dit, on te fait confiance, tu fais ce que tu veux, voilà, vas-y.
Mais tu vois, si t'écoutais uniquement les ambassades, Carrément. C'est mort. Enfin, je vais mourir ici, c'est terminé. Ah ouais. Voilà, faut faire vachement confiance à son intuition. Et c'est un obstacle qui finalement m'a appris plein de choses. À la patience, à aussi faire ses études d'une autre manière. Donc j'ai tout fait à la main, tous mes plans, mon projet, je suivais tout via mon téléphone. Enfin. Ah, quel enfer. Enfin, ouais, sur le téléphone. Bah ouais, mais du coup, ça tu t'adaptes en fait. Tu t'adaptes. C'est ça, en fait, ça t'apprend à t'adapter. Mais aussi, les études d'architecture t'apprennent à être autonome et t'apprennent à te débrouiller et à te dépasser dans n'importe quelle situation. Parce que bah, quand tu commences et que t'es en première année d'archi et qu'on te donne un énorme projet, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas où tu dois arriver et qu'au final, tu te rends compte que tu as réussi, bah, tu te dis, bah ça va, enfin. Non mais, t'as beaucoup galéré et tu sais que t'es passé par plein d'émotions difficiles, mais finalement ton projet il est là et. Ouais, une fois que t'as le résultat, tu te dis bah, je l'ai fait, j'en étais capable, ça a été très très dur, mais. Bah, du coup, en fait, c'est beau, si tu t'accroches et tu te débrouilles aussi, c'est un peu vachement l'adaptation. Bah, du coup, après mon Erasmus, je suis allée en stage en Martinique pendant 2 mois et là j'ai fait vraiment un stage en agence. Et là c'était ouf parce que j'ai eu la chance d'être avec un super maître d'agence. Il m'a emmené dans des endroits incroyables, hyper humbles, alors qu'il fait des projets à des millions d'euros, c'est des maisons milliardaires et tout. Comment fonctionne une agence? Les gens viennent te voir avec une demande et toi tu... Bah, en fait, tu as des clients. Donc, c'est soit des privés, soit des clients individuels, soit des entreprises qui veulent par exemple, un hôtel ou quoi que ce soit. Et là, donc moi, c'était dans une agence, il y avait seulement une personne qui a ouvert l'agence, un dessinateur et une personne plutôt dans la technique. Donc en fait, ils étaient 3 de base. Ils avaient rajouté une fille qui était architecte et nous 2 stagiaires. Avec ma meilleure amie, on est allés ensemble en Martinique. Et en fait, c'était génial parce que je me suis dit, mais en fait, j'aimerais trop travailler dans ce type d'agence. Parce qu'en fait, l'architecte est hyper humble. Il n'est pas du tout là à se vanter, à se la péter comme ce que j'avais pu voir en école. Il est très simple dans sa manière de voir les choses, très clair. Il me dit, ouais, bah, tu commences un projet avec 3 matériaux. À partir de ça, tu commences à monter ton truc. Toujours bien faire attention à tous les détails. Dès que tu as un doute dans ton projet, tu règles ce doute avant de lancer la moindre construction. Parce qu'il ne faut pas découvrir la chose pendant le chantier. Et vachement simple, en mode, bah ça va, c'est possible. Tu vois, genre tu crées une énorme maison à des millions d'euros, bah ça le fait. Et ma maison est trop cool, tu vois. Construire un immeuble, je sais pas, de HLM, bah, c'est facile, tu vois. Et en fait, il a un peu simplifié ma vision de l'architecture et je me suis dit, c'est possible parce que lui, de base aussi, quand il a commencé l'architecture, ce n'était pas sa passion. Tu vois, c'était comme moi. Enfin, moi, ça n'a jamais été vraiment ma passion. Alors qu'en école d'archi, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées. Donc toi, quand t'es pas passionné... Ça crée un fossé. Ouais. Quand t'es pas passionné, ça te fait peur. Tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment ma place, en fait Mais lui, vu qu'il n'était pas passionné de base et qu'il a appris à aimer et que, 1 plus 1, ça fait 2. L'architecture, c'est pareil. Si tu connais parfaitement ton projet, si tu connais parfaitement tous les détails de ton projet, toutes les échelles, que tu maîtrises la chose, bah pourquoi ça marcherait pas, quoi. Ouais, en fait, tu peux avoir la passion qui t'anime, qui te fait vibrer, mais aussi les compétences qui s'acquièrent pour répondre en fait aux mêmes problèmes. C'est ça. La passion, parce que parfois la passion même ne suffit pas, il faut que t'aies les deux. C'est ça. Et ça veut pas dire que c'est pas fait pour toi si... Exactement. Mais du coup, bah, ce genre de stage, bah, c'est ce qui te donne envie aussi de continuer et qui te disent que l'architecture c'est bien, c'est beau et ça sert et c'est vachement sensible à partir de beaux matériaux, un beau bois, une belle brique, une belle pierre. Et ouais, c'est de l'architecture sensible, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui aussi m'a appris à m'intéresser à ce maître de stage. Et ce qui est ouf aussi, je pense, c'est la première expérience que tu peux avoir en stage. Elle peut être un peu décisive, tu vois, là t'es trop bien tombé et ça t'a un peu révélé, ça a confirmé ton attrait. Mais il peut arriver aussi qu'on ait des stages un petit peu pétés ou pourris. Clairement. Et il faut peut-être parfois surpasser ça et pas rester sur cette petite défaite ou ce dégoût. Ça, c'est une des problématiques, je pense. C'est vrai. Et toi, c'est quoi que tu as aimé dans ce management avec lui? Qu'il soit structuré, Bah, c'est aussi qu'il m'ait fait confiance. Parce qu'en soi, j'avais 22 ans. Il savait qu'on était en stage que pour 2 mois. Et en fait, on est arrivé, il nous a dit, ok, je vous donne un projet de distillerie en Guadeloupe pour le rhum Beauvallon. Et il nous a dit, voilà, on a des ruines. Le principe, c'est de remonter ces ruines et de créer des nouveaux bâtiments, un chai, une maison, etc. pour créer un parcours muséographique. Et on va donner ce projet à Beauvallon. Et donc, on s'est retrouvé avec ce projet incroyable, avec des vues de ouf qui donnaient sur la mer, au milieu de la nature, avec un super grand moulin à reconstruire, etc.
Et en fait, on a fait ça pendant 2 mois. Il était super fier de nous. Il nous a dit, mais les filles, je suis super contente de vous avoir pris. Vraiment, c'est pas du tout une erreur. J'espère que vous avez bien profité de ce stage et que vous avez appris plein de choses. Mais nous, on était aux anges. Parce qu'en fait, il nous a dit, faites-le. Et vraiment, il n'a pas douté de nous. Peut-être que c'était un peu la folie. Enfin, il aurait pu mal tomber, tu vois. Mais ensuite, il a tellement eu confiance en nous que nous, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on donne tout. Et le projet est tellement beau qu'on veut vraiment faire quelque chose de bien. Et voilà, je pense aussi, ce qui nous renforce, c'est aussi de nous laisser faire, tu vois. Te laisser de l'autonomie. L'autonomie et te donner quelques guides, des bases pour se structurer. Voilà, il nous a quand même, on lui montrait au fur et à mesure ce qu'on faisait, il nous disait oui ou non, on avançait comme ça. Et bien il nous a laissé faire. Lui en soi ça l'arrange parce qu'il a tellement de sujets en tête que si on le décharge un peu c'est bien. Mais en même temps, bah tu vois, ça nous a apporté à nous deux quoi. Ouais, c'est le juste équilibre entre te laisser de l'autonomie pour que tu explores ta créativité, mais quand même le cadre, le filet pour que toi tu puisses avancer dans le projet en étant dans la bonne direction et que ça lui convienne aussi quoi. Ouais. Exactement. Et justement, pour être un bon architecte, qu'est-ce qu'il faut? Tu as parlé de créativité aussi, c'est ma deuxième question. À quel degré tu peux être créatif? Est-ce que tu as des contraintes? Est-ce que tu peux être créatif dans toutes les étapes ou... L'architecture, en soi, moi, tous mes projets d'archi que j'ai fait à l'école, il fallait que je parte d'une histoire. Il fallait que je parte d'un thème. Mais en fait, avant de trouver le thème, il faut que tu étudies où est ton bâtiment, où est ton projet, dans quelle ville, quels sont les habitants, quel est leur intérêt culturel, leur histoire. Et en fait, à partir de ça, les vues, la météo, le climat, etc. Et à partir de ça, je pense que tu peux te créer un univers. Tu peux te dire, ok, je veux un musée qui soit comme un pont, qui soit une traverse d'un côté à un autre. Je souhaite, je sais pas, un projet qui crée du contact, qui crée des rencontres. Un projet qui soit plus centré sur lui parce qu'en fait les vues sont tellement pas agréables autour, bah t'as envie plutôt de t'enterrer. Tu vois, c'est beaucoup savoir regarder, savoir écouter et en fait tu fais jamais un projet pour toi. Ça c'est important. Ouais. C'est important. Tu fais jamais un projet pour toi et t'auras peut-être dans ta vie, je sais pas, 20 projets. Ils vont tous te plaire à la fin parce que c'est quand même toi qui les as fait. Mais tu feras jamais de... Enfin, si le client t'a pas demandé, tu vas pas faire de maison rose, tu vois. C'est non, t'écoutes un client, t'écoutes les personnes qui ont besoin de ce lieu, et c'est comme ça que tu produis. Mais aussi, la créativité a besoin de contraintes. Carrément. Sinon, on se perd, tu vois. Et ça, c'est évident. Donc, on a besoin de contraintes aussi pour savoir vers où aller. Et moi, je suis créative, mais en même temps, j'aime bien avoir une structure. Donc, pour moi, regarder ce qui se passe autour de moi me permet de me créer des règles et c'est mon fil conducteur pour avancer. Et donc, à partir de ça, je me crée un thème, c'est un fil conducteur qui me poursuit tout au long du projet. Dès que je commence à me perdre, je reviens sur ma base. C'est beaucoup d'allers-retours. Et finalement, le projet, ça sera pas peut-être le plus farfelu ou le plus exotique, mais finalement, ce sera celui qui convient le plus au lieu et au site. Ok. Voilà. Mais du coup, un bon archi, c'est quelqu'un qui est pas centré sur lui et centré sur ses envies, mais aussi être beaucoup vers les autres et ouvert aux autres. En fait, c'est une rencontre entre le besoin du client, le cahier des charges, peut-être les contraintes réglementaires aussi, j'imagine. Aussi. Et toi aussi, ta patte, ta créativité, parce que c'est ça qu'on recherche. Ouais. Si tu fais une bonne transition, que maintenant on passe peut-être le côté pro, l'après-diplomation, et peut-être avant de passer à ce moment-là, comment tu as vécu dès que tu as eu ton diplôme, tu as cherché du taf, combien de temps tu as pris et vers quelle branche tu as été? Écoute, j'ai fait mon master 2 et là, une année très difficile parce que du coup, retour à l'école, à Toulouse, etc. Et je me pose des questions, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie? J'avais très peur, j'avais pas du tout confiance en moi. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon projet de fin d'études au Pérou, une nouvelle fois, donc je suis retournée là-bas. Et j'ai fait plutôt une analyse sociologique. J'ai travaillé avec une association sur place où on a étudié les modes de construction au lac Titicaca, donc en haute altitude. C'est Aura, c'est tout ça? Ouais, c'est ça, okay, exactement. Donc j'ai étudié ça sur place et c'était dingue. En gros, c'est des maisons qui flottent. Oui, c'est ça. C'est fait à partir de roseaux. De roseaux. En fait, c'est quelque chose qui a été construit, imaginé par les habitants d'Ouros
pour créer donc des îles plutôt stables pour qu'ils puissent y habiter. Et ils utilisent certains matériaux. Donc les îles flottantes, il y a un type de matériau, mais autour du lac, tu as aussi des constructions en terre. Aujourd'hui, les personnes qui habitent souhaitent faire des maisons plutôt en béton ou en parpaing. Le problème, c'est que c'est pas un matériau qui permet de garder la chaleur. Ce climat, donc il est très chaud la journée et très froid le soir. Donc il faut savoir garder la chaleur à l'intérieur. Et donc une association nous a demandé comment les maisons peuvent être améliorées ou être plus performantes énergétiquement. Et aussi en les gardant quand même contemporaines et agréables. Parce que, bon, je ne veux pas parler de ça pendant 20 000 ans, mais le lac Titicaca, c'est vachement un lieu touristique aujourd'hui. Les habitants l'ont compris et ils recherchent donc le tourisme, parce que c'est leur seul moyen aussi de gagner de l'argent. Et donc, pour répondre au code de la modernité, ils veulent faire des maisons en parpaing, parce que pour eux, c'est ce qui est élégant, ce qui est moderne. Et en fait, nous, notre objectif, c'était de leur montrer que non, du parpaing, ce n'est pas forcément moderne, ça ne représente pas ça. Carrément. Les touristes ne cherchent pas forcément ça, ils cherchent plutôt genre comment vous vivez vraiment. Et de l'authenticité, c'est clair. Et quelque chose qui se fonde dans le décor. Oui, et surtout, en fait, tu construis en parpaing, tu vas rajouter un chauffage, mais tu n'as pas les moyens d'avoir un chauffage à cet endroit-là. Mais utilise plutôt un matériau, donc de la terre crue, que tu vas après embellir avec une certaine décoration, avec, je sais pas, un beau sol ou un beau plafond. Des beaux objets décoratifs, mais où tu vas du coup avoir une maison beaucoup plus performante énergétiquement et qui va donc plaire aux touristes, toi te satisfaire au niveau de tes revenus, de tes coûts, et voilà. Donc c'est notre objectif. Et en fait, moi, pendant cette année-là, je me suis dit que je voulais peut-être essayer la scénographie. Ok. Tu peux juste dire ce que c'est la scénographie? Ouais. Alors la scénographie, bon, il y a plein de définitions différentes. Pour moi, c'est l'architecture qui est plutôt éphémère. C'est un projet qui va durer peut-être 6 mois maximum dans le temps. Et c'est plutôt, tu crées un décor, donc toujours à partir d'une histoire, pour répondre à une marque, à des idées, à une volonté d'un client. Tu vas créer un décor, un univers. Et pour moi, c'est beaucoup plus théâtral. Par exemple, un décor de théâtre, c'est de la scénographie. Un décor de film, c'est de la scénographie. Okay. Un musée, les expositions sont de la scénographie. Pour moi, c'est une architecture à plus petite échelle, plus dans le détail, plus la mise en valeur d'un objet, mise en valeur d'idées, mise en valeur de valeurs, mise en valeur d'un espace, d'un lieu, mais plutôt à l'intérieur, même si tu peux aussi le faire à l'extérieur, mais en fait c'est assez vague, mais c'est plus éphémère, c'est plus un décor qui s'enlève, qui se déplace. Voilà. Okay. Et moi je voulais du coup être scénographe de défilé de Fashion Week. Trop stylé! Ouais, j'ai essayé, j'ai pas réussi à trouver du travail dans ça. Mais en fait, suite à mon Master 2, du coup, pour mon projet de fin d'études, mon prof m'a dit écoute, si tu as envie de faire de la scénographie, ton projet, tu peux le retransmettre via une exposition. Donc c'est ce que j'ai fait pour mon projet de fin d'études. Trop stylé. Ce qui est vachement bien, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire ça en école d'archi. Enfin, quand même, si tu as des photos, des vidéos, ouais, bien sûr. Dans la vidéo. Bien sûr. Et ensuite, du coup, j'ai postulé à une école qui me permettrait de faire une alternance en scénographie pour, du coup, l'année après mon Master 2. Okay. J'ai été alternance post-diplôme, tu veux dire? Ouais, okay. Donc c'est un deuxième master en fait. Ok. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé, j'ai été acceptée et c'était à Paris. Trop bien. Mais le problème, c'est qu'il fallait trouver une alternance, donc une entreprise. J'ai cherché énormément d'agences scénographie, personne ne m'a accepté. Les agences sont trop petites, ils n'ont pas les moyens d'avoir un alternant, donc c'était un peu compliqué. Après, j'ai trouvé du travail dans une agence qui crée des tiny house. Ce sont des petites maisons autonomes que tu vas venir implanter dans un lieu plutôt vierge. Donc l'idée était vraiment pas mal, mais cette entreprise malheureusement a fermé. Oh non. Mais ouais. Donc j'ai travaillé chez eux 4 mois, puis je me suis retrouvée un peu à la rue. Ah ouais, punaise. Voilà. Mais en fait, malgré tout, pendant ce temps-là, je suivais la formation de scénographe. Donc j'ai pu rencontrer des profs hyper intéressants qui m'ont appris à travailler plus petites échelles, certains matériaux. Et ça m'a aussi sorti de l'architecture à grande échelle, de gros bâtiments. Et c'était super parce que j'ai aussi plus travaillé l'art plastique, plus travailler le dessin, plus travailler les croquis rapides, certains logiciels aussi. Et c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé. Et quand je me suis retrouvée sans alternance en janvier... Mais comment t'as géré? Parce que du coup là t'avais plus de revenus. Ouais. T'as quand même pu valider ton année. Du coup l'année n'était pas finie, c'était que le début. Ouais.
Et de toute façon, j'ai dit à l'entreprise où j'étais, qui allait fermer, je leur ai dit je ne partirai pas donc j'ai pas trouvé d'alternance parce que je n'ai pas les moyens de vivre à Paris. Carrément. Voilà. Mes parents, en fait, ça faisait déjà 5 ans qu'ils m'aidaient. C'était pas possible. J'allais pas leur dire ouais, bah paye mon loyer de 900 € à Paris, moi je fais rien, c'est pas possible. Ah, et juste, je sais pas si on en a parlé, mais est-ce que c'était payant l'école d'architecture? Non, c'est pas payant. Mais étant donné que c'était à Toulouse, il fallait bien que je paye mon logement. Et du coup, mes parents m'ont pris un prêt étudiant que je paye aujourd'hui. C'est quand même voilà. Ça aussi, c'est important les prêts. Parfois, on peut dire que c'est une grosse prise de risque, que c'est énorme. Mais ça vaut aussi peut-être le coup si ça permet de faire des études, de faire un métier qu'on aime. Et après, on aura de l'argent pour pouvoir le rembourser petit à petit. Après, bon, ça sera un autre sujet, mais il faut aussi se rendre compte que c'est un gros budget sur nos salaires de juniors. Ah ouais. Que franchement, quand tu veux payer vraiment 5 années d'études, c'est facilement 30 000 € de crédit. C'est 30 000 € à rembourser, c'est long. Et moi aujourd'hui, j'avoue que ça me pèse quoi. C'est combien les mensualités? 600 €. Et en fait, sur un salaire de junior, c'est énorme, surtout quand tu habites à Paris. Et il faut se rendre compte que ouais, c'est un poids quoi. Et qu'en fait, jusqu'à mes 30 ans, je ne serai pas tranquille. Donc pour aussi se lancer dans une autre vie d'adulte, ça met un poids au pied. Ouais, c'est un frein, t'es pas totalement libre. Dès que t'as ton diplôme, tu te dis pas vas-y, je peux faire ce que je veux. C'est la réalité des choses et ça, je me rendais pas compte. Et pour avoir un crédit, c'était évident, enfin ce moment où tu t'es dit ok, j'ai besoin d'un crédit. C'est mes parents qui me l'ont pris. Ouais, ils t'ont dit bon bah écoute, tu veux faire des études, voilà. Tu prennes un crédit. C'est ça. Ok. Après, on est 4 enfants donc c'est normal qu'ils puissent pas payer pour tout le monde et tout, voilà. Et puis aussi, je vivais dans une autre ville donc il fallait payer toutes mes dépenses. Donc c'est pas grave quoi, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est un peu pesant comme chose. Il faut en avoir conscience quoi. Ouais, c'est un truc à avoir en tête. Et tu as utilisé les 30 000 € pour tes 5 ans, t'en as eu besoin. Mais je crois qu'il me restait là encore 5 000 € peut-être, que j'utilise maintenant pour rembourser un peu ce que j'avais. Voilà. Mais ouais, que surtout quand on est architecte, on gagne très très mal notre vie. Ouais, c'est quoi à peu près les... Moi j'ai de la chance, du coup je gagne plutôt bien. Mais quand tu sors, tu peux gagner 1 800 €. Ok. Pendant longtemps. Ok, ouais, c'est quoi la fourchette? C'est 1 800 €? 1 800, 2 000 € okay. En étant junior. Et t'es junior combien de temps? 2-3 ans. Ok. Après, tu montes, mais pas de beaucoup. Et c'est très compliqué. Donc, il faut en avoir conscience. Et moi, c'est aussi qui m'a un peu dépitée. Ouais, c'était un peu la désillusion. Parce qu'on te promet quelle somme à peu près avant de rentrer en école? On te le dit, tu sais déjà que tu vas gagner autour de ce... Non, mais en fait aussi tu te fais beaucoup une image, tu as l'impression qu'un architecte, c'est quelqu'un qui est juste incroyable, qui est bien payé, c'est hyper reconnu. Quand je dis aux gens je suis architecte, ils sont en mode waouh, c'est ouf, tu vois. Mais en fait la réalité c'est que c'est pas ça, on est très mal considéré dans le monde du travail. Très mal considéré sur un chantier, les gens ne nous font pas confiance. Et du coup ça fait que la réalité c'est qu'on est pas... Enfin, moi dans mon entreprise par exemple, les archis, on est important, mais en même temps, pour eux on est moins important que les financiers. Ce que je comprends peut-être, mais en même temps, sans notre travail, il n'y a pas d'appartement. Donc tu vois, il faut... C'est que ouais, notre travail coûte cher parce qu'on prend du temps, surtout, notre travail met du temps. Et donc, ça fait qu'il faut beaucoup nous payer. Mais si on nous payait à la hauteur, enfin, sur la longueur de notre travail, on serait beaucoup plus payé, mais on serait trop cher. Donc, on nous paye un salaire un peu minimum, pas terrible. Mais quand tu as un crédit à payer, c'est compliqué. Voilà. Mais du coup, bon, tout ça pour dire que oui, j'ai un crédit et voilà. Donc, l'année dernière, quand j'ai fait mon alternance, je pouvais pas me permettre de pas avoir de travail. Et donc c'est dans ce temps-là, du coup quand je dis qu'il faut toujours faire compenser la vie, des fois on te met des obstacles, t'as l'impression d'être au bout de ta vie, que c'est une catastrophe. Je me suis dit j'ai perdu mon travail, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle idée de venir à Paris pour ça? Et en un mois j'ai fait plein d'entretiens, j'ai cherché à droite à gauche et tout, et donc je suis tombée sur Edgar Suite où je suis aujourd'hui. Donc ça vraiment c'est le destin. Surtout que leur annonce était vraiment pas terrible, c'était en mode dessiner des plans machinal, enfin faire quelque chose d'assez répétitif, analyse de bâtiments, enfin vraiment ça faisait pas envie. Mais j'avais pas le choix. Donc j'ai postulé, j'ai fait l'entretien et ça s'est bien passé, ils m'ont dit écoute on veut bien te prendre et j'ai commencé le 1er mars l'année dernière.
Ok. en tant qu'alternante. Donc là, j'ai commencé dans l'équipe expansion. Donc c'est les personnes qui analysent les futurs projets et qui voient si c'est stratégique ou pas de prendre tel ou tel lieu, s'il y a une superficie qui est adaptée à notre projet, si le coût financier est adapté, etc. Et du coup, bah, moi, mon objectif, c'était juste prendre les plans et faire des schémas pour savoir si un T3 allait rentrer au bon endroit, un T4 allait être bien à cet endroit-là ou pas. Donc très, un peu schématique, très enfantin. Et ça, tu utilisais un logiciel? Tu faisais AutoCAD, à la main? je le faisais sur AutoCAD. Ok. C'est la base des logiciels d'archi. Ok. C'est vraiment du dessin, c'est comme si tu dessinais à la main mais à l'ordinateur. Pour moi, c'est la base. C'est important de bien l'utiliser parce que tout le monde l'utilise à l'international. Ok. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis 2 mois après, il y a un de nos projets donc, qui était à Lille, où bah, du coup on m'a dit on n'a pas d'archi, on a besoin de quelqu'un on a besoin de quelqu'un pour faire les plans, est-ce que tu peux les faire pour nous? J'ai dit bah oui, ok, trop bien. Et donc là, aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai été prise, j'ai appris 2 mois après être prise à Edgar Suite, que L'Oréal, l'endroit où j'avais passé des entretiens précédemment, m'avait accepté pour faire un stage dans le domaine du retail. C'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Ouais, est-ce que tu peux définir aussi le retail? Donc le retail, c'est les stands L'Oréal, les magasins L'Oréal et toutes leurs marques, ils sont bien designés par quelqu'un. Et donc ça aurait été mon rôle de créer des concepts, de choisir telle ou telle table, telle ou telle disposition et de concevoir un peu tous les magasins de telle marque L'Oréal. Ok. Intéressant. Ouais, et du coup, bah, après être acceptée chez Edgar Suite, on m'a appelé de chez L'Oréal, on m'a dit t'as été prise pour le stage de 6 mois, voilà, est-ce que tu veux y aller? Et là, l'indécise que tu es, est-ce Voilà. qu'elle était entre deux ou... Bah, du coup, c'était compliqué, je savais pas quoi faire. Et en même temps, je le sentais qu'il fallait que j'aille chez Edgar Suite parce que je suis quand même architecte. Et si je vais dans le monde du retail aussi jeune, bah, plus tard, réintégrer l'architecture, c'est difficile. Ah ouais, ça t'aurait fermé des portes. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, je suis toujours architecte, donc je peux toujours rebasculer dans le retail plus tard. Si je veux avoir une vie un peu plus tranquille ou si je veux. Si ça commence à m'ennuyer l'architecture, je vais plutôt aller dans le retail. Mais là, je pense que j'étais trop jeune pour le faire, ça m'aurait trop fermé dans quelque chose. Donc, une journée après que L'Oréal m'appelle et que je dise non, mon chef me dit bah, Justine, est-ce que tu veux travailler sur le projet de Lille? Donc, tu vois, c'est un peu la vie qui te lance des signes. Comme d'habitude, voilà. Tu refuses un truc, c'était pas très bien, mais dès que tu fais un choix, on te confirme que c'est bon. Exactement. Et du coup, c'est génial parce que j'ai fait mon premier projet, donc c'est cet appartement. Ça a ouvert d'ailleurs il y a 2 semaines. Donc je suis très contente. C'est pas le projet le plus réussi. Il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses qui ont été mal faites. C'est toujours comme ça. Mais voilà, c'était le premier. C'est pas grave, on apprend. Et puis, donc j'ai beaucoup travaillé dessus. En même temps, j'ai eu d'autres projets en simultané et j'ai eu d'autres missions aussi. Et en septembre, on m'a proposé de continuer en CDI chez eux. J'étais plus ou moins ouverte parce qu'en soi je cherchais d'autres jobs ailleurs, mais j'avais rien trouvé de particulièrement intéressant au niveau de salaire, au niveau mission. Parce que quand tu commences en tant qu'architecte jeune, on te donne des missions assez pas très intéressantes du type dessinatrice, où tu fais les projets des autres, on te paye très mal, tu travailles énormément. Et malgré tout, je sais que je suis jeune, je sais que je dois prouver ma place, mais en même temps, j'accepte pas, après 5 ans d'études, de gagner moins de 2000 € par mois. Parce que, bah, en fait, j'habite à Paris, que je travaille plus de 40 heures par semaine. Bah, en fait, si c'est pour gagner moins de 2000 € par mois, je fais autre chose, tu vois. Parce que le travail d'archi, ça demande tellement, t'as tellement de stress toute la journée, t'as tellement de pression, t'as une charge décisionnelle sur tes épaules qui est importante. C'est pesant, même quand je suis en week-end, quand je suis en vacances, j'y pense. Bah franchement, si je peux pas, pendant mon temps off, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir me faire plaisir, bah ça n'a pas de sens, je pense. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, même si moi, certaines personnes que je connaisse acceptent le fait que ce soit mal payé. Mais bon, chacun son... Ouais, tu mets un peu tes limites en fonction de tes besoins, de toute façon. Bah oui. C'est clair que si tu te débrouilles seule, si tu as le crédit, on comprend très bien que tu as une exigence. Bah c'est sûr, puis j'ai fait 5 ans d'études que j'ai payé. À un moment, on n'est pas débile, tu vois, enfin... Si c'est ça, je vais faire caissière, honnêtement. Tu sais quoi, t'as moins de stress. Genre, quand tu rentres chez toi, ton travail, il est terminé. Genre, tu parles avec des gens, genre, t'es quand même assez cool. C'est stressant, mais en même temps, t'es assez sociable au quotidien. T'es pas là à courir à droite à gauche, sur un chantier, à t'engueuler avec tout le monde parce que les choses ne vont pas, à trouver des solutions.
Franchement, si c'est ça, je fais un travail plus tranquille, où je gagne 2 000 € par mois et tout va bien. Mais non, pour mon métier, je suis désolée, je l'accepte pas. Et je sais que je suis junior, mais je pense que c'est important que tous les juniors disent non, je n'accepte pas ce salaire. Parce qu'en fait, on n'est pas. Enfin, notre travail n'est pas gratuit, quoi. Et c'est un effet collectif. Si t'en as quelques-uns qui l'acceptent, ça va jamais augmenter pour les autres. Bien sûr, mais c'est ça. Et les gens l'acceptent parce qu'ils disent enfin, je peux les comprendre. Hein. Tu as besoin d'un travail, tu cherches et tu prends la première chose qui tombe sur la main. Mais voilà. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai trouvé ce CDI où il me propose quand même un salaire qui est vrai. Enfin, il n'est pas incroyable, mais il est vraiment bien, je trouve, pour Paris. Je me sens pas exploitée. Ça me fait plaisir. Voilà, pour moi, c'est important. Ouais. Et comment est-ce que tu as négocié du coup le salaire parce que tu avais une alternance, donc j'imagine un autre salaire. Ouais. Et là, ils t'ont proposé le CDI. Et comment ça a été ta posture? Comment est-ce que tu t'es dit, ok, je sais pas si tu as envie de le dire, combien tu gagnes, ça peut être intéressant. Ouais. Ok, je pars pour ça, pour telle raison. Est-ce que tu t'es préparé pour l'entretien de la négociation? Enfin, comment ça s'est passé? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en septembre, on m'a proposé d'abord de prolonger en CDD de 1 mois. Et pendant ce CDD, ils m'ont donné vraiment un salaire horrible, genre vraiment le SMIC. Okay. Et moi, je ne l'ai pas accepté. Je leur ai dit, écoutez, franchement, pour 1 mois, je préfère rester chez moi. Pour gagner ça, ça me va pas en fait. Là, vous m'exploitez. En attendant, j'accepte de ne pas être bien payée. Mais là, gagner un SMIC, alors je suis quand même architecte, c'est pas possible. Limite, tu perds de l'argent, quoi. Exactement. Enfin, ça ne sert à rien. Et mais du coup, bon, j'ai commencé à ce CDD, enfin le mois du CDD. J'ai accepté à la fin, je dis bon écoute c'est pas grave, il reste 2 semaines, c'est bon, je le fais et après je pars quoi. Et en fait, ils ont peut-être trouvé que c'est vrai qu'ils avaient quand même besoin d'anarchie. Et donc ils m'ont dit ouais, est-ce que ça t'intéresserait un CDI? Je dis oui, ça m'intéresserait, mais pour moi le salaire c'est important, donc j'accepterai pas n'importe quoi. Et en fait j'ai eu de la chance que j'ai ma responsable actuelle, c'est elle-même qui a fait les négociations pour moi, parce qu'elle savait que je ne pouvais pas accepter sinon. Et du coup, c'est elle-même qui a négocié pour que j'ai un salaire plutôt correct. Donc, du coup, je peux le dire, c'est pas grave. Même si c'est important, je pense, pour les autres. Du coup, je gagne 36 sans prime et 39 avec prime. Les primes, c'est tous les 3 mois. Tu as un entretien et tu as eu des objectifs. Si tu as respecté les objectifs, tu as ta prime. Donc, en vrai, moi, je trouve ça très correct pour une junior. Je suis très contente et voilà, enfin je trouve en tout cas que je me sens respectée. Je sens que mon diplôme est respecté, je sens que ma formation est respectée et mon travail aussi. Et est-ce que du coup, en une phrase, tu peux résumer? Ouais. Donc ton salaire, les horaires que tu fais chaque semaine et tes missions principales. Donc je gagne 36 sans prime et 39 avec prime. Je travaille, donc les horaires sont assez souples, de 9h minimum à 18h30. Bon, en général, je tarde un peu plus, 18h30, 19h. Je suis censée moins travailler, mais on a quand même du travail, donc voilà, on reste un peu plus longtemps. En soi, mon contrat, c'est 39 heures semaine. Et mes missions, c'est donc créer des espaces. Donc, choisir tout ce qui est matériaux au sol, au mur, tout ce qui est cuisine. Je fais tous les dessins, toutes les élévations, tous les dessins de détail. Par exemple, si on a une corniche, c'est moi-même qui vais la dessiner. Toutes les plaintes, enfin, je vais assez dans le détail pour qu'il n'y ait aucun doute au moment du chantier. Donc, je gère tout ce qui est travaux et en même temps, tout ce qui est mobilier. Donc, je vais choisir quelle est la table que l'on va mettre là, quel est le canapé, quelle est la table, etc. Et en plus de ça, donc je vais gérer un budget parce que mes choix doivent rentrer dans l'enveloppe que nous avons. Et je dois aussi répondre à un planning. Donc on a 8 mois par exemple pour réaliser un projet. C'est très rapide. Mais du coup voilà, je dois répondre à ça, pouvoir fournir donc, tout un dossier de dessin, d'élévation, de plans, fournir un tableau Excel avec tous les matériaux, toute la fourniture qu'on aura. Et donc voilà, et après... J'ai une autre mission, c'est la mission ensemblier que je fais par exemple sur d'autres projets que je ne dessine pas, où là je vais chiffrer aussi, classifier tout ce qu'on va avoir besoin, les situer dans le plan, faire en sorte que ça respecte le budget, et aussi je gère tout ce qui est agenceur. L'agencement, c'est quelque chose que je fais en architecture d'intérieur aujourd'hui que je ne faisais pas avant. C'est tu dessines une table sur mesure, il faut la faire fabriquer par quelqu'un. Tu vas contacter un agenceur,
Un agenceur, c'est celui qui va fabriquer une table, une chaise ou une cuisine. Et lui va te proposer des matériaux, un système de construction, de structure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je contacte les agenceurs. Je leur dis, voilà, j'ai tel dessin, quand tu me le fais payer combien? Et puis, quand tu as une liste de, je sais pas, de 50 tables, il faut trouver les meilleurs prix, négocier avec eux, etc. Donc ça, je suis en binôme avec le responsable des achats. Et moi, je gère enfin, je veille à ce que le design soit respecté, à ce que l'image finale réponde aux demandes du décorateur. Mais en même temps, je travaille avec le responsable achat pour tout ce qui est budget, que ça rentre dans l'enveloppe, simplifie certains dessins pour payer moins cher, voilà. En fait, c'est hyper complet, quoi. Ouais. T'as un peu toute la partie création, Oui. où t'imagines des espaces. Oui. Avec le mobilier. Est-ce que le mobilier, oui, du coup, tu le dessines aussi? Oui, bah, les têtes de lit, les banquettes. Là, on n'a pas de banquette, on a des projets avec des banquettes. Je dois choisir tous les tissus, choisir les couleurs. Et aussi, en même temps, là, j'ai une nouvelle mission, c'est gérer les shootings. Comme je disais, là, pour ce projet qui n'est absolument pas le mien. Mais j'ai géré le shooting de 2 jours où je contacte le photographe, je dis qu'est-ce que je te propose de prendre en photo. Après, je lui fais confiance, c'est quand même son métier. Et je l'accompagne pendant ces 2 jours pour respecter ce qu'attend Edgar Suite au niveau des rendus visuels, parce qu'on a besoin de ces photos pour vendre aussi nos appart-hôtels. Voilà. Ah ouais, c'est ouf. Donc en fait, s'il y a une semaine type, enfin c'est quoi ta semaine type? La semaine type, c'est je fais le suivi de 4-5 projets en même temps. Donc je fais des suivis de mails pour voir que tout le monde a bien tous les documents. S'il y a des reprises, des modifications de mobilier, je fais les modifications du dessin. Je trouve des nouvelles solutions, des simplifications pour arranger tout le monde. Je fais des plans électriques, je fais des plans agencement. Donc par exemple, on me donne cet appart, on me dit bah rends-le le plus fonctionnel possible. Donc c'est moi qui me dis où sont les placards, comment se fait la circulation. Ouais. Je choisis tout le carrelage. Bah en fait ma semaine je fais plein de choses en même temps. Et aucune des semaines ne se ressemble. Donc c'est ce qui est assez cool aussi. Et je suis souvent aussi en déplacement sur des chantiers. Et aussi, quelque chose qui est très important chez Edgar Suite, c'est que déjà on fait du vintage. Donc certaines fois, on peut aller récupérer du mobilier sur le Bon Coin, sur Celency et tout. Et en plus de ça, on travaille beaucoup avec des artistes. Donc par exemple, tout l'artwork que vous voyez là, c'est des œuvres qui ont été faites exprès pour Edgar Suite. Et donc moi, sur chaque projet, je dois trouver un artiste qui corresponde au design du bâtiment. Et comment tu trouves l'artiste? Bah après, on a des connaissances, on connaît des galéristes qui connaissent aussi des artistes. On leur dit par exemple, ok, on veut plutôt quelqu'un qui travaille sur du noir et blanc, sur certains types de dessins, certains graphismes. Et aussi mon responsable Maxime connaît énormément de personnes, donc ils m'aident beaucoup aussi à trouver des artistes. Et après, je les contacte. On échange avec eux, ils nous font des propositions et après on leur dit voilà, on a besoin de, je sais pas, 50 prints pour ce projet, combien tu nous les fais, etc. Je trouve ça dingue à quel point c'est divers, c'est complexe aussi, et c'est un métier hyper intéressant. Je pense qu'on se rend pas compte de comment chaque espace est pensé en fait. Nous on rentre dans une pièce, on dit ok, il y a une prise là, mais en fait tout a été réfléchi. C'est ça. C'est par exemple là, chaque prise qui a été posée, il fallait réfléchir à déjà l'interrupteur. Il faut qu'il y ait un interrupteur à côté d'une chambre pour que quand tu vas dormir le soir, tu n'es pas obligé de retourner à l'entrée pour éteindre la lumière, tu vois. Et c'est tous les cheminements, en fait, c'est des choses dont je me rendais pas compte en école d'archi parce qu'on te l'apprend pas. Ah ouais. Donc, on te l'apprend pas. Enfin, moi perso, je l'avais jamais fait, mais t'es obligé de le faire là dans le monde réel. Une cuisine aussi, je n'avais jamais fait de cuisine avant. Et une cuisine, c'est extrêmement difficile à faire. Les ouvertures de portes, un tiroir. Où placer l'évier, où placer le frigo. Quand tu as des contraintes d'espace, c'est extrêmement complet, des contraintes budgétaires aussi, pour avoir les matériaux qui ne s'abîment pas à l'eau, avec des couteaux. Et en fait, c'est des choses que j'apprends et je suis super contente parce que en bientôt 1 an de CDI, j'ai tellement appris sur tellement de points. Et maintenant, je fais attention à tellement de choses, à certains emplacements où je me dis ah mais là ça va pas, ou la prochaine fois je ferai pas comme ça, et c'est hyper bien, ça te donne des petites clés, tu vois, quand tu arrives dans un espace, tu sais ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est des choses que en fait là actuellement c'est vraiment je cherche à apprendre le plus possible pour ensuite pouvoir être plus autonome et pour peut-être un jour avoir mes propres projets, quoi. Donc voilà. Mais c'est vraiment ça, je trouve, le décalage entre l'école qui t'apprend quelques bases, quelques théories, mais surtout une façon de
pour t'adapter, avoir Oui. une vision globale de ton métier. Ouais. Mais la première expérience, une fois que tu as ton diplôme, elle est ouf parce que tu apprends énormément. Bah ouais. Et les trucs comme les interrupteurs ou les cuisines, bah, c'est des choses que tu connaissais pas du tout. Oui. Et pour autant, bah, c'est essentiel dans ton futur métier. Bah oui, c'est clair. Et puis aussi là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un hôtel. Et du coup, il y a pas mal de contraintes. Où, par exemple, il faut faire attention aux matériaux que tu mets. Pas des matériaux très sensibles, des matériaux qui ne tâchent pas, des matériaux facilement lessivables. Les salles de bain, il y a toute une disposition à penser que tu vas pas forcément penser à ça dans un appartement particulier. Parce que bah, les gens font attention quand même à où ils habitent. Mais là, on est dans un hôtel, les gens ont une situation hyper excessive de tout. Et ça, c'est... Tu vois, c'est des choses dont je faisais pas attention. Auxquelles je faisais pas attention et c'est hyper important. Et bah, je suis ravie. Moi aussi, enfin, je fais pas de la scénographie, mais malgré tout, on n'est pas loin, tu vois. Parce que je m'intéresse à plein de matériaux, ce qui est important en scénographie. Je m'intéresse aussi à des mises en scène. Je m'intéresse à, j'imagine, quand je suis une salle de bain, de comment la personne va cheminer dedans, poser sa serviette, ou accrocher la patère. La patère, c'est l'accroche pour, juste ici à l'entrée, tu vois. C'est une petite patère, tu vois. Ah oui, ok, ouais. Pour suspendre, Voilà. accrocher les lettres. Donc ça, tu vois, c'est bête, hein. Mais malgré tout, accrocher une patère, faut savoir le faire, quoi. Ouais. T'apprends à le faire, moi je savais pas, tu vois. Quand on me dit accroche toutes les patères, je sais pas où les mettre, enfin voilà. Ouais, ça se réfléchit et ouais. c'est avec l'expérience que tu arrives avec. Mais aussi, j'ai eu de la chance chez Edgar Suite, c'est qu'on m'a beaucoup laissé autonome. Donc j'étais obligée de me débrouiller. Bah, heureusement, j'ai fait des études d'archi, donc on m'a appris à toujours me débrouiller. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de beaucoup apprendre. Après, ouais, là, on va passer en mode quoi. C'est ça. Plus t'es accompagné, plus t'es pas materné, mais en tout cas. Bah, t'as moins de liberté aussi. Et... Mais je pense que c'est vraiment un truc dans l'entrepreneuriat et dans tout ce genre de métier, c'est qu'en faisant, en itérant que t'apprends, quoi. C'est ça. Bah, tu fais des erreurs, mais c'est pas grave. Enfin, en soi, c'est comme ça que tu te dis, bah, faut plus le faire, quoi. Après, c'est vrai que le problème chez Edgar Suite aujourd'hui, c'est que je suis toute seule, architecte, et vu que je suis junior, vraiment, je suis pas parfaite, et je suis jeune, donc j'ai plein de lacunes, et j'ai aussi besoin d'apprendre par quelqu'un. D'avoir un mentor, un manager, ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué des fois, parce que je me sens beaucoup seule face à certains problèmes. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui me manque, où je sais, en agence, j'aurais pas eu, tu vois, parce que tout le monde est archi. Tout le monde fait de l'architecture. Donc si j'ai la moindre question, quelqu'un peut me répondre. Alors que là, chez Edgar Suite, personne n'est architecte, à part ma responsable, mais elle n'a pas travaillé en tant qu'archi, tu vois. Donc elle ne sait pas forcément me répondre. Et ça, c'est quelque chose qui me manque et qui fait que peut-être, toi, je chercherai bientôt ailleurs aussi pour apprendre autre chose. Parce qu'à un moment, tu as beau apprendre toute seule, à un moment, tu arrives à une certaine limite. Ben, la formation, c'est essentiel dans un job, surtout quand tu es junior. Oui. C'est ok, tu apprends par toi-même, mais il te faut soit une personne qui a vachement de compétences, une personne ressource qui te forme, soit on t'envoie carrément dans une formation, je sais pas, quelques heures par semaine, mais c'est vrai que c'est un des prérequis que tu peux demander aussi dans un job. Ça compte beaucoup. C'est ça. Pour monter en compétences. Exactement, mais surtout ce qui est marrant, c'est que moi je me suis toujours dit, ah non, je veux pas travailler en agence parce que je vais être trop considérée comme une junior, on va pas me donner vraiment de mission. Et donc finalement, aujourd'hui que j'ai vraiment des missions, je suis vachement autonome, je suis là en mode, mais en fait j'ai envie que des gens m'apprennent des choses aussi, tu vois. Ouais, tu chemines un peu dans les... Ouais. Et c'est ça qui est marrant et que tu apprends avec l'expérience, mais... Et moi justement, j'allais te demander, est-ce que tu as un mentor autour de toi, ou même tout au long de ton parcours d'orientation, quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a épaulé, qui t'a... Bah, après, mes professeurs, en général, m'ont quand même inspiré. Ils m'ont donné envie de faire des choses. Mon maître de stage, énormément. Et après, là, dernièrement, il y avait une architecte qui travaille avec nous pendant 3 mois, qui est senior, donc à 36 ans. Et vraiment, elle m'a tellement appris de choses en 3 mois. Ah ouais. Et ça m'a vraiment donné envie parce que je me suis dit, il y a tellement de savoir que j'ai pas et que j'ai envie d'avoir. Et j'ai envie d'avoir certaines facilités, certaines évidences que aujourd'hui je n'ai pas. Et travailler avec elle pendant 3 mois, ça m'a tellement apporté. Ça t'a boosté, quoi. Mais oui. Et même elle a un parcours elle est plutôt en freelance, elle travaille toute seule. Après, elle m'a dit qu'elle a énormément travaillé et que aujourd'hui elle regrette un peu parce qu'elle a un peu mis sa vie personnelle de côté pour son travail. Tu vois, elle n'est pas en couple, elle n'a pas d'enfant, elle a une vie très, très solitaire, voilà. Ce qui est bien, ce qui lui convient, mais en même temps, elle m'a dit, c'est vrai que j'ai mis des choses de côté pour mon travail, parce que j'étais en freelance, j'avais pas le choix. Elle a appris énormément de choses, elle est extrêmement capable aujourd'hui, et vraiment, elle a une confiance en elle assez folle.
Et vraiment, tu sais qu'elle est sur un chantier, elle sait le faire, elle sait gérer le truc. Mais en même temps, tu vois que... À quel prix, Voilà, ça a vraiment prix, empiété sur sa vie personnelle. Ouais, ça c'est vrai Ça qu'aujourd'hui, je pense que fait... c'est plus une exigence de notre génération, peut-être, je sais pas. Mais d'arriver à avoir les deux, quoi. Oui, et comme tu disais, je veux bien profiter de tout ça, je veux avoir de l'argent pour en profiter, mais il faut du temps aussi pour pouvoir en profiter. C'est ça. Pas se faire bouffer par... Mais ça aussi, c'est que là où je travaille, pendant plusieurs mois, j'étais extrêmement stressée, j'avais énormément de travail, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, un jour, j'en pouvais plus, là c'était en avril, ça allait pas quoi, parce que déjà à Paris il fait moche, le temps est déprimant, je travaillais tout le temps en fait, je rentrais chez moi à 20h, 20h30, je recommençais le lendemain à 9h, et c'était une routine où je me sentais tout le temps dépassée, j'avais pas de vie personnelle. Et en fait, je me suis dit, après moi je suis très centrée bien-être aussi, hein. Et je me suis dit honnêtement, je comprends qu'il faut bosser, je comprends que c'est bien d'avoir de l'expérience, je comprends que oui il faut que je le fasse, et pour moi ça m'apporte beaucoup, mais ça me convient pas aujourd'hui parce que ma vie est centrée que sur ça. Et j'ai pas gagné toute cette liberté pendant mon Erasmus et j'ai pas appris tout ça pour finalement me retrouver dans ce cercle vicieux qui me déprime. Et ça m'a donné aussi envie de me dire, prends du temps pour toi, pars plutôt du travail, si tu finis pas tes tâches c'est pas grave. Peut-être aussi penser à quelque chose qui te ressemble plus, qui te correspond plus, et tu vois, plus s'écouter. Mais je te rejoins aussi, arriver à se mettre ses limites soi-même parce que sinon personne ne va te les mettre autour de toi. Et un des enseignements que j'ai eu aussi en alternance, tu vois, comme toi, à un moment donné, j'ai eu une phase où je bossais trop, j'avais envie d'aller au bout de mes projets, mais d'un autre côté, personne n'était indispensable. Et ça, quand on m'a dit, je me suis dit, j'avais l'impression d'être indispensable et qu'il fallait que du coup je déborde pour faire mes missions, mais en fait, pas forcément. Tu les retardes au lendemain, et en fait, c'est juste que soit la charge de travail est inadaptée, elle est trop forte, et donc tu vas avoir un soutien, il faut le demander. C'est ça. Mais en tout cas, c'est pas à toi de te plier en 18 000. Surtout sur le long terme, il faut penser long terme. Si tu t'épuises dès le début, si tu te crames, après tu vas être dégoûté, tu vas prendre moins de plaisir, donc être moins performante, moins productive. Ça va très loin, je trouve. Oui, mais il faut faire attention quoi. Il faut en avoir conscience assez rapidement pour pas finir dans un. Parce que moi, je suis allée voir un psy en avril par rapport à ça, par rapport à ma vie globalement, mais mon travail surtout, parce que faut pas oublier que quand tu es jeune, tu sors de l'école. Tu dois travailler, tu dois prouver. Tu sens que tu as ce sentiment de ok, il faut que je prouve que je mérite quelque chose, il faut que je prouve que j'ai ma place. Et ce sentiment-là que tu as, ça te fait travailler énormément, ça te fait te dépasser tout le temps. Mais aussi, ça te met beaucoup dans une situation d'inconfort, d'instabilité. Tu sais pas vraiment où tu vas, mais tu le fais. En fait, le psy m'avait dit mais déjà, il faut que tu poses tes limites. Les choses tellement important ça. Il m'a dit pose tes limites dans ta vie personnelle, professionnelle, mais si tu trouves que tu n'arriveras pas à faire ça, tu dis non, je n'y arriverai pas. Et il n'y a rien de grave, tu vois. Mais juste si toi tu t'écoutes et tu es pleinement en phase avec toi-même, les gens ils vont l'accepter, ils vont pas ne pas t'aimer pour ça non plus. Tu vois. Et limite, ils vont pas t'en vouloir si tu dis non et que ça se passe comme ça, que si tu dis oui et finalement tu rends pas le travail ou tu les mets en difficulté. Et en gros, ils vont se dire, mais en fait, il va y avoir une baisse d'estime de toi. Alors que si toi, d'office, tu poses tes limites, juste on accepte et on passe à autre chose. Exactement. Et c'est très important. Ouais. Et quand on est jeune, on n'ose pas trop aussi dans le monde du travail. Je trouve qu'elle est un peu difficile la passerance, ce que tu dis, faire ses preuves, courber les chines, mais à quel point, jusqu'où. Et c'est aussi lié à la confiance en soi. J'ai vu une psy aussi, et ça m'a permis de remettre un peu, tu vois, les bases dans la vie, quoi, dans ce que je vaux. Je sais que bien sûr, je suis pas parfaite, et je pense qu'on ne l'est jamais, mais peut-être encore moins quand on est junior. Mais en tout cas, on peut apporter quelque chose de très important, de très convenable. Mais en fait, il faut vraiment avoir cette confiance en soi, cette stabilité, être ancré. C'est vrai. Et pas se laisser bouffer. Par sa peur. Mais c'est dur d'avoir confiance en soi. Comment tu fais toi pour avoir confiance en toi? Mais moi, j'ai pas confiance en moi. Et au travail, vraiment, les premiers mois étaient extrêmement difficiles. En fait, j'avais le syndrome de l'imposteur. Parce que vu qu'on m'a proposé de se dédier à la dernière minute, c'est un peu ce truc en mode, ils me voulaient pas vraiment, mais étant donné qu'ils avaient besoin de moi, ils m'ont prise, tu vois. Et en même temps, je suis la première chef à avoir été prise. Et je comprenais pas pourquoi on donnait autant de missions importantes. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait moi de particulier pour qu'ils me donnent ces missions à ma petite personne, tu vois. On se pose trop de questions là. Mais en fait, vraiment, pendant des mois, j'étais pas bien parce que je me disais, mais je comprends pas pourquoi on me tient autant informée de tout, pourquoi on me donne autant de missions. Tu sais,
c'est bizarre aussi. Tu viens de commencer, on te donne des trucs énormes de 20 appartements. Tu dis ok, mais. Et après, tu commences à travailler. Et en fait, tu te rends compte que bah ouais, ta place est quand même importante. Tu as quand même quelque chose à apporter. Tu n'es pas parfaite. Tu feras des erreurs tout le temps. Mais tu te rends compte aussi qu'autour de toi, tout le monde en fait. C'est que c'est important de se sentir légitime dès le début. Si on te paye, si on t'a filé un contrat, c'est que tu le mérites, que tu as des compétences. Ok, tu vas t'améliorer, ça, ils le savent très bien. Mais en tout cas, tu as vraiment ta place. Et il y en a plein autour de toi qui vont fake it until you make it. Vraiment, c'est... Ok, je suis capable, j'ai de le faire, même si c'est pas vrai au début. Et tu vas te bouger, en fait, pour répondre à ton engagement, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais enfin, en fait... dans le monde il faut vraiment montrer non mais je vais y arriver, tu vois, montrer cette image de toi alors que tu l'es pas vraiment, mais plus tu te dis dans ta tête que t'es comme ça, plus tu le seras, quoi. Ouais, c'est un peu de la visualisation positive comme font, je sais pas moi, les joueurs de foot. Ils partent pas au match en se disant ok, j'espère que je vais marquer un but. C'est genre non, on va marquer un but, on va le faire, on va faire de cette façon. Tu parles au présent et c'est tout con, mais c'est vraiment c'est un mindset, tu te mets en place, tu te mets en route, et si toi tu crois en toi, les gens ils vont forcément adhérer. Et se projeter. Et aussi, autre chose que j'ai à dire, de mes conseils, je suis très junior, mais c'est des choses dans la vie. Vas-y, mamie Justine, c'est ton moment. Non, mais il faut savoir ce qu'on vaut. Et toujours se dire qu'un employeur a autant besoin de toi que toi tu as besoin de lui. Et ne pas avoir peur de dire non. Et c'est pas parce que tu dis non à quelque chose que la personne ne va pas t'aimer et qu'il va vouloir te virer ou quoi que ce soit. Parce que c'est normal de ne pas être d'accord avec tout. Et c'est normal de ne pas dire oui tout le temps. Il faut assumer aussi ce qu'on a dans la tête. Pour être en phase toujours avec soi. Parce que, en fait, à partir du moment où tu te déconnectes de ce que tu as vraiment envie, tu vas de moins en moins travailler, tu vas être mal, etc. Tu vas avoir de moins en moins confiance en toi, etc. dans ton milieu de travail. Et les gens vont te ressentir. Alors que si à un moment tu poses tes limites, tu dis stop, là ça ne va pas, je ne suis pas d'accord avec ça et je suis dans une situation instable qui me met mal, tu leur dis. Ça va leur faire un petit choc au début. Et après, ils vont t'écouter et ils vont vouloir aussi comprendre pourquoi. Ils vont vouloir adapter aussi les choses pour toi. Et ça, c'est important de le faire. Et moi, je suis assez honnête dans ma vie, donc je le fais assez naturellement. Mais je vois autour de moi que les gens ne le font pas assez. Du coup, ils se mettent dans un truc qui leur plaît pas. Parce que, ils me disent souvent, ouais, mais j'ai peur de... si je le fais pas... on va pas m'apprécier. Si je le fais pas, on va me dire que je fais mal mon travail. Normal, ce qui est logique. Mais moi, je me suis rendu compte en me disant plusieurs fois, même là dans mon travail aujourd'hui, je le dis quand ça me va pas, je le dis quand certaines règles de l'entreprise ne me plaisent pas, etc. Je me fais vachement remarquer par rapport à ça, donc c'est pas ouf, même pour moi personnellement dans mon travail. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me respecte plus. Que on me dit non, mais t'inquiète, Justine, je te comprends, on va faire au mieux pour que ça aille, tu vois. C'est aussi une tête qu'on recrute, tu vois, une personnalité. Et c'est une personne à part entière, donc si toi ça te va pas, il faut vraiment t'affirmer. Et je pense que quand tu as le grade de master, c'est aussi que tu es une personne qui est capable d'avoir une vision et de la proposer, de l'assumer auprès de l'entreprise. C'est ça qu'on cherche. Exactement. Même si ça dérange, déjà d'un aussi, on n'est pas forcément fait pour plaire à tout le monde. Ça, une fois qu'on l'a compris, on est vraiment libéré d'un énorme poids. C'est clair. Et deux, c'est ce qu'on attend de toi. C'est que tu sois disruptif, que tu aies une vision, que... Ouais, je suis d'accord. Que tu le recherches, que tu le transmettes. Mais ça, c'est important dans n'importe quel métier. Et même si t'es junior, faut pas avoir peur parce que tu dis que t'es jeune, que tu ne mérites pas l'écoute, que tu ne mérites pas de t'exprimer. Et justement aussi, te dire, voilà, même si je suis junior, je sais ce que je veux, tu vois, je sais ce que je ne veux pas. Donc, Et aussi, c'est intéressant ce que tu as dit, qu'au début, tu sais pas forcément formuler ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, mais en tout cas, tu sens par rapport à l'intuition, comme on disait tout à l'heure, il y a un truc qui te chiffonne, mais rien que de le dire à ton équipe, là il y a un truc qui me convient pas, je sais pas encore mettre les mots dessus, on y reviendra plus tard, et ça vaut aussi pour la sphère personnelle, tu vois. Mais en tout cas, prévenir que toi, il y a un petit malaise, il y a un petit truc, on y revient plus tard, on se laisse le temps de la réflexion. Mais en tout cas, vraiment être honnête dans une démarche où tu dis les choses, être transparente, communiquer. Je suis tellement d'accord. L'architecture, c'est difficile, mais justement, là, chez Edgar Suite, je suis pas dans un environnement architectural classique. Alors moi, j'ai jamais eu envie de travailler en agence. Donc, une agence d'architecture, qu'est-ce que c'est? Donc, tu as différentes tailles d'agences. En général, tu as environ 10 personnes. Tu as un maître d'agence. Un maître d'agence, il devient maître d'agence. Suite à ses 5 années de master, tu dois réaliser une année supplémentaire de habilité à maîtrise d'œuvre en nom propre. Donc, c'est une année où tu apprends le droit,
la gestion administrative, où où tu dis aussi quel sens tu veux donner à ton agence. Parce que pas tout le monde va travailler sur la même chose. Donc tu vas faire un mémoire pendant 1 an que tu vas ensuite rendre. Pas tout le monde a sa HMO. Certaines personnes ne l'ont pas. Parce qu'on considère que tu es trop jeune, que tu n'es pas capable de signer un projet à ton nom, etc. Donc en général, les gens le passent après 4-5 années d'expérience professionnelle. J'ai certaines copines qui l'ont passé, qui l'ont eu, mais c'est pas parce que tu la passes et que tu l'as que tu vas forcément ouvrir ton agence directement. Mais au moins, dès que tu l'as, tu sais qu'un jour, tu pourras ouvrir ton agence si tu en as envie. Donc un maître d'agence a toujours sa HMO. Et ensuite, donc, il peut avoir des associés. En général, ils sont associés, c'est plus facile et moins de charges de travail aussi. Et ensuite, tu as des chefs de projet. Les chefs de projet vont avoir chacun un ou deux projets. Ils vont chapeauter ça et en dessous d'eux, donc ils vont avoir des dessinateurs, des architectes qui sont plus juniors et qui vont leur apporter toutes les données pour réaliser un projet. Donc un projet, en explication brève, donc tu commences, tu étudies le lieu, tu regardes les PLU, donc c'est les documents d'urbanisme, pour regarder qu'est-ce que tu as le droit de faire, quelle construction, quelle hauteur de construction, quelle limite de propriété, etc. Tu regardes tout ça, tu dois répondre à un sujet. En général, les agences répondent à des appels d'offres, par exemple pour une école primaire, un musée, un immeuble de logement collectif. Ils répondent à ça. Donc là, c'est un concours. Tu prépares tout un projet, des visuels 3D, etc. Et ensuite, tu fais la proposition. Plusieurs agences sont sur le coup et une seule agence va être acceptée. Si l'agence est acceptée et validée par le client, donc là, le projet commence. Donc, tu vas devoir faire des plans plus ou moins détaillés. Donc, tu pars d'une échelle de 1,500 jusqu'à 1,20. Un 20 quoi? Un 20 d'échelle, de détail. Okay. Donc, un 20, un détail, c'est par exemple, tu as un détail de porte particulier. Ta porte, tu veux pas qu'elle soit rectangle, tu veux qu'elle ait une forme plus arrondie. Donc, ça, c'est un détail que tu vas dessiner. Un détail, ça peut être aussi une corniche ornementale sur ta façade. Donc ça aussi, il faut la dessiner. En fait, il faut aller vachement loin dans ton dessin pour que la communication entre tous les acteurs soit faite de manière la plus claire possible. C'est très important. Parce que nous, les architectes, on a énormément de choses dans la tête. Mais si on ne passe pas bien le message, la chose ne va pas être réalisée comme tu souhaites, donc tu vas être déçu. Donc l'intérêt de tous ces dessins, de toutes ces échelles et de tous ces détails, c'est vraiment que le projet final ressemble le plus possible à ce que tu as dans la tête. Donc en général, je n'ai jamais vraiment travaillé en agence de 10 personnes. Moi, dans celle où j'étais, on était 5-6. Mais en général, les chefs de projet et les architectes en dessous vont réaliser tous les documents possibles, déjà tout le dossier, pour répondre à une demande. Et ensuite, donc les visuels 3D, parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on utilise beaucoup la 3D. Moi, c'est pas forcément ma façon de travailler, mais c'est important quand même d'en faire pour communiquer aussi. Et donc, tu réalises les 3D, tu fais valider au fur et à mesure. Il y a plusieurs phases de validation. Et le projet continue comme ça, le chantier commence. Un architecte peut aussi être AMO. Donc, AMO, c'est celui qui va chapeauter tous les acteurs de ce projet. Donc, les personnes, l'entreprise de travaux, l'ingénieur, c'est lui vraiment le chef d'orchestre. Et donc, en étant le chef d'orchestre, tu vas faire en sorte que le projet dessin ressemble au projet final. Avec toutes les phases, énormément de vérifications. Tu passes sur chantier toutes les semaines. Tu vérifies le moindre détail, que le radiateur est bien placé, que le béton est bien coulé, voilà. Donc c'est beaucoup de travail assez précis, beaucoup de concentration, de patience, de communication. Et c'est vraiment un chef d'orchestre, quoi. Et il faut aussi, on ne sait pas tout. On n'est pas les connaisseurs de tous les éléments du projet, mais on est censé quand même avoir une vision globale de chaque chose et être au courant de toutes les choses qui vont avoir sur le chantier, même si tu ne sais pas comment faire. On a des personnes en dessous de nous, comme un climatiseur, un plombier, un maçon, qui, eux, ont plus de connaissances que nous dans ce domaine. Donc, il faut savoir déjà les respecter, il faut savoir les écouter et leur dire aussi qu'est-ce que tu attends. Parce que, évidemment, chacun a sa façon de travailler.
Donc voilà, donc une agence d'archi, c'est des projets sur du long terme, sur environ minimum 2 ans. C'est de longues phases de travail, de longues phases d'études, beaucoup de stress et des longs concours qui certainement ne vont jamais aboutir. Donc beaucoup de travail aussi dans le vent, ouais. dans le vent. Mais c'est quand même un endroit, je pense, où tu peux apprendre plein de choses parce que quand tu es junior, on va te mettre sur les bases des concours, donc sur les premiers documents et aussi sur beaucoup les documents d'urbanisme, de demandes, par exemple, de demandes administratives qui sont importants et que tu as besoin aussi de connaître si ensuite tu vas avoir ton agence. Mais finalement, un architecte, plus il vieillit, moins il fait de l'architecture pure et dure, il va plutôt être chef d'entreprise. Donc un maître d'agence est plus chef d'entreprise que architecte. C'est celui qui va valider tout ce que vont dessiner les autres, mais lui va plus être chef d'orchestre de son agence et chef d'orchestre des projets au global. Ouais, c'est un peu ça, quand tu évolues souvent, après tu Ouais. es moins près de ton métier cœur. C'est ça, c'est ça. Et c'est peut-être ceux qui vont donner le thème initial du projet et ensuite ils vont les donner, les déléguer aux autres personnes. Mais après, voilà, tu peux aussi être architecte. Moi, j'avais vu ça aussi dans une maison de luxe, par exemple. Ouvrir leur boutique à l'étranger. Par exemple, chez LVMH ou Chanel, voilà. Donc, tu peux, par exemple, postuler chez Chanel. Ils adorent les architectes, d'ailleurs. On est très valorisé dans les maisons de luxe parce qu'on a ce qu'ont pas les architectes d'intérieur, une vision plus technique. Et c'est notre plus-value, je pense, dans le monde actuel. Et les maisons de luxe adorent les archis. Moi, quand j'avais postulé, ils m'avaient dit on est super content que tu sois archi et tout. Franchement, ça peut grave nous intéresser. Et un architecte peut aussi ensuite devenir, donc faire de l'architecte d'intérieur comme je suis aujourd'hui. Dans, par exemple, une chaîne hôtelière qui souhaite développer son modèle dans plein de pays du monde. Donc, on va te donner plusieurs projets. On va te dire, ben voilà, tu as tel thème, tel thème. Et tu dois répondre à nos standards. Voilà. Donc, et après, dans le service public, tu as une vie plus calme, plus structurée, plus dans des horaires. C'est l'agence de personne, donc en soi, tu as moins ce truc, ce rapport hiérarchique, c'est mon agence, on est là pour l'argent, etc. C'est plus, le client, c'est l'État, tu dois répondre à des demandes de l'État et voilà, tu fais en sorte que les projets se réalisent pour répondre aux utilisateurs quotidiens du bâtiment. Donc pas un musée, bibliothèque, voilà. Par rapport à la transition énergétique, environnementale qu'on doit entreprendre par rapport à tout ce qu'on sait, comment est-ce que, je sais pas à quel point tu as les infos ou quoi, mais comment évolue le métier d'architecte? À quel point ça a une place maintenant, la qualité des matériaux, je sais pas. Bah alors déjà, en école d'archi, tu as des profs qui proposent des ateliers sur ce thème. Donc, travailler certains matériaux, trouver des solutions pour apporter la chaleur à l'intérieur, conserver le froid, enfin voilà. Donc tu as des profs déjà qui, dès l'école, te le transmettent. On a aussi des cours, on utilise certains logiciels qui nous donnent des informations énergétiques pour consommer le moins possible. Donc c'est quand même important. J'ai des amis qui souhaitaient vraiment travailler sur une architecture bioclimatique. Donc leur projet de fin d'études, c'était sur ce thème. Des solutions techniques pour apporter et conserver la chaleur à l'intérieur de la maison. Donc on avait trouvé une solution de bow window qui est comme un effet serre que tu vas installer sur ta façade qui va permettre de transmettre la chaleur du soleil à la matière, donc la terre. Et ce bow window, cet effet serre va conserver cette chaleur et ensuite va la retransmettre à l'intérieur de la maison. Mais du coup, tu sens que c'est quand même un sujet qui est important et auquel il faut être sensible. Pour conclure cette interview, qu'est-ce que tu dirais à la petite Justine avant qu'elle trouve sa voie? Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, j'ai toujours pas trouvé ma voie, je pense. Et je suis sûre que je vais changer de métier dans pas longtemps. Mais de métier totalement, tu veux dire? Non, ou peut-être me diriger vers un autre type d'architecture, ou peut-être devenir, je sais pas, organisatrice de quelque chose, ou j'aimerais bien peut-être un jour devenir wedding planner, tu vois. Ah ouais, ok, trop bien. Je sais que, en vrai, dans peut-être 10 ans, je pourrais peut-être le faire, parce que j'aurais déjà appris tellement de choses sur l'organisation, sur les timings, sur les budgets, sur les matériaux, même sur la créativité qui pourront me servir. C'est des compétences transférables. Ouais. Après, à la petite Justine, moi, je dirais que
je sais pas, toujours avoir confiance et toujours s'écouter et se dire que même si tu as des obstacles, tu as l'impression que c'est un échec, mais en fait, il faut pas le voir comme ça, il faut se dire que non, t'inquiète, ça va bien se passer. J'ai beaucoup confiance en la vie. Elle m'a toujours aidée, même je vois que j'ai des problèmes professionnels, personnels, bah c'est. Bah, je sais pas, les choses à un moment se décantent et m'amènent vers quelque chose qui me va encore mieux. Mm. Je pense que ouais. Et l'architecture, c'est dur, mais je suis quand même. Enfin, les études d'architecture étaient difficiles, mais je suis contente de les avoir faites malgré tout. Et je pense que je ne suis pas encore dans la finalité de ce que j'aimerais. Edgar Suite, j'aime bien ce que je fais, mais je sens que c'est pas totalement ma place. Mm. Je sens que je dois trouver encore quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui doit se débloquer. Mais c'est pas mal pour l'instant. Et je vais commencer peut-être à chercher autre chose pour me sentir un peu mieux. Mais après, il faut pas avoir peur de ne pas se sentir à sa place aussi. Mhm. Je pense, voilà. Il faut accepter que des fois, ok, on a essayé, c'est peut-être pas le mieux, mais c'est pas grave, tu as appris des choses, tu vas ailleurs, c'est pas grave. Il faut pas avoir peur de changer aussi. Mhm. Voilà. Pas peur du changement. Mais toujours avoir confiance. En tout cas, se donner les moyens aussi pour arriver à quelque chose. Faut pas se dire il n'y a que la vie qui va t'aider non plus. Mhm. Tu te donnes les moyens et si tu travailles suffisamment, t'inquiète, tu seras récompensé, je pense. Enfin, Ouais, je non. sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Bah oui, il y a toujours une part de tu laisses la vie te guider, mais en tout cas, c'est une part infime aussi. Oui. Enfin, si on peut appeler ça Bah la oui. chance, je sais pas. L'intuition, la chance, mais surtout le travail, énormément Bah oui. de travail. Enfin, bah ouais. rien n'arrive comme ça, à part peut-être pour Exactement. quelques personnes. Ouais. Mais tout se mérite et c'est Oui. d'autant plus savoureux quand c'est mérité, je trouve. Bah oui. Quand tu t'es battu pour l'avoir. En fait aussi j'ai eu un truc après tous mes voyages, c'est que j'avais l'impression à un moment, je suis arrivée à un stade où j'ai l'impression de plus mériter mes voyages. C'est ce truc où j'adore voyager, mais en fait, il faut que je travaille parce que là, j'ai l'impression de plus mériter ce que j'ai. C'est que c'est trop facile en fait de partir voyager comme ça. Et quand tu as connu la difficulté et le goût du travail, la facilité, elle est beaucoup moins appréciée, je trouve. Oui, Et ouais, ton bonheur, il n'est pas aussi intense que. exactement. Donc en fait, on est des masos. Il faut Ouais, passer par. Bah ouais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ton premier travail, tes premières expériences vont te donner confiance pour dire ok, mais je mérite en fait ces moments off, ces moments où je prends du plaisir, ces choses qui me font un peu. Le travail, malgré tout, je pense que n'importe quel travail que tu fais est difficile et à un moment tu seras lassé ou tu es un peu plus saoulé. Enfin, un jour tu es de mauvaise humeur, ça te saoule au travail, c'est normal, tu vois. Même je pense que si tu es passionné par ce que tu fais, à un moment c'est plus un poids qu'autre chose. Carrément. Mais il y a des jours avec et des jours sans. Mais je pense qu'il faut quand même travailler pour apprécier ces moments de vacances, apprécier ces voyages, apprécier les moments de plaisir, voilà. Et bien là, c'est genre 3 conseils en les regardant à eux Ah ouais. pour trouver leur voie. Genre, comment tu fais? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as une astuce? Est-ce que tu dois appeler une amie? Est-ce que tu as des. Bah, déjà, je pense, je crois que quand vous êtes au lycée, il y a accès à des insertions dans certaines écoles, des journées découvertes. portes J'avais fait ouvertes, ça Ouais. pour être ingénieur. J'avais essayé une journée, j'avais pas du tout aimé, mais je l'ai fait. Donc je pense que prendre en compte et enfin tester et aller voir aussi les écoles, parler avec des étudiants, c'est très important pour se donner envie ou pour se dire ah bah non c'est pas du tout pour moi. Chercher, s'intéresser à plusieurs formations, chercher sur internet, je sais pas moi, ok tel métier ça correspond à ça, est-ce que ça me convient, oui ou non. Si on sent qu'il y a des doutes, bah, peut-être ne pas y aller, mais si on sent que pourquoi pas, bah, peut-être aller plus loin, faire plus de recherches, c'est très important. Et après, bah, c'est pas grave de se tromper quoi, de se lancer dans des études et puis se dire que bah non en fait ça me va pas et c'est pas grave, enfin, y a pas mort d'homme je pense. Et puis chacun prend son temps. Peut-être que moi là j'ai envie d'être archi, mais dans 5 ans peut-être que je serai autre chose et c'est pas grave de changer de voie et c'est pas grave de se dire que ça n'a pas marché et que bah, on est meilleur ailleurs, mais voilà. Et je pense aussi qu'il faut savoir lâcher prise. Tellement important Voilà. ça. Ne pas se mettre trop de stress sur ok la société veut que à 25 ans on commence notre premier taf. Non, en fait tranquille, genre c'est pas grave, y a rien qui presse. Évidemment il faut penser à nos revenus parce que c'est Les nerfs de la guerre. voilà, c'est très difficile de faire des études aujourd'hui, en soi ça coûte cher. Et ça, faut en avoir conscience. Mais par exemple, moi, ma petite sœur, aujourd'hui, a un job étudiant à côté. C'est difficile, elle travaille beaucoup, mais elle est encore plus fière d'elle
et elle a vraiment envie de faire. En fait, elle fait vraiment ses études parce qu'elle en a envie. Et du coup, elle travaille, son job étudiant est vraiment là pour financer ses études. Elle est encore plus heureuse de les faire, tu vois. Parce qu'elle a vraiment cette volonté de le faire. Et je trouve ça trop bien. Et c'est vrai que les jobs étudiants, ça te motive encore plus, je trouve, parce que souvent, c'est des jobs précaires. Oui. Et ça te rappelle à quel point tu n'as pas envie de faire ce genre de taf où ben, tu peux ne pas forcément être respecté, les conditions de travail sont difficiles, le salaire pas tellement terrible. C'est ça. Et du coup, ça te rebooste encore plus. Oui. Et ça gonfle aussi sa confiance en soi. Et peut-être aussi en termes de conseils pour les candidatures, ça te permet de te démarquer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, enfin, je ne connais pas trop les pourcentages, mais ça dépend des formations, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à faire les deux et qui le font. Donc il y en a qui se disent que c'est peut-être une honte ou quoi de le mettre sur un CV. Au contraire, il faut vraiment l'ajouter. Oui. Parce que c'est une vraie plus-value. Ouais, c'est ça. Et puis ne jamais avoir honte de soi dans n'importe quelle situation, dans enfin, même si tu viens d'un milieu social plutôt populaire, si tu viens d'un milieu social aisé, enfin, faut jamais avoir honte de ce que tu es. Et je pense que toutes les personnes ont leur chance, toutes les personnes ont leur capacité et personne n'est nul. Et aussi, aucun métier n'est à dévaloriser. Ça, si t'es passionné par la menuiserie, bah fais de la menuiserie, c'est trop bien. Si t'es passionné par construire des chaises, bah fais des chaises, c'est trop cool. Si t'es passionné par la maçonnerie, bah fais-le. Enfin, voilà. Il faut lâcher prise par rapport au code de la société. Et se dire aussi que tout est possible. Si t'en as vraiment envie, tu peux y arriver, je pense. Il n'y a pas de sous-métier, d'hierarchie. Il n'y a pas de sous-métier. Faut pas se fermer de porte. Ouais. Bah moi, tout le monde, enfin, sur un chantier, tout le monde m'impressionne. Hein. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Et je trouve ça incroyable. Il faut que. Bah après, mes parents m'ont toujours appris ça aussi. Hein. Ils m'ont toujours dit, bah tu fais ce que tu veux. Et il n'y a pas de. Il y a pas de limite. T'es libre. Hein. Voilà, t'es libre. Tant que t'as un taf et que t'es indépendante. Et que t'es contente. Ouais. Voilà. Donc moi, le conseil, c'est lâcher prise, oser, ne pas avoir peur et s'informer, être curieux. Et pas juste aller dans des voies prédestinées parce que tu es en S et que tu vas faire médecine, quoi. Voilà. C'est clair. Même si tu rates une année, ce n'est pas un échec. Une année, c'est rien dans une vie. On se fait toujours tout un plat, mais en fait... C'est ça, c'est rien du tout. C'est que dalle. Ouais. Et tu peux par exemple écouter d'autres épisodes de débrief pour découvrir d'autres métiers. Parce que, en vrai, je trouve que c'est un peu ce qui manquait aussi quand on était plus jeune, des témoignages, mais comme tu l'as fait. Ouais. Là, tu vois, j'ai passé 1h30, on va peut-être le raccourcir pour YouTube. Mais en tout cas, là, ça y est, j'ai capté un peu les enjeux de ton métier, ce qui se passait en réalité, tous les chemins que tu as pu entreprendre, l'évolution que tu as eue. Enfin, c'est dingue. Et ça permet grave de se projeter ou de s'identifier, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage hyper précieux. Merci à toi. J'espère que ça aidera d'autres personnes, en tout cas. On croise les doigts, en tout cas, on espère. Peut-être des futurs archis. Voilà. Vous aurez son contact, vous êtes si tu as envie pour... pourquoi pas de souci. Pour poser des questions. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao.